merci d'être présent ce soir pour la conférence donc, de nos deux formateurs de la clinique du coureur. Donc rapidement, parce que je vois qu'il y a des gens qui sont pas de l'école, Mathieu Guéman, je suis maître de conférence et kinésithérapeute à l'école universitaire d'Orient, qui est juste de l'autre côté des rails du tram. Donc j'ai eu l'honneur de vous faire un petit mot d'accueil ce matin au nom de l'EUK, au nom de l'Institut. Donc on est ravis de pouvoir accueillir comme ça une conférence un petit peu exceptionnelle sur une thématique qui intéresse, on le voit, énormément de monde, donc sur la course à pied. Donc on a bien sûr nos deux formateurs qui sont venus faire une formation de 2 jours dans les locaux de l'école sur la blessure de la course à pied, donc Flavio Bonnet et Florence Morisseau, que vous aurez le temps d'écouter et de remercier. Je veux aussi avoir un petit mot pour... on est dans les locaux de l'université, dans la fac de droit, donc voilà, remercier un petit peu l'Institut qui nous permet d'organiser ce genre d'événement. Merci à notre coordinateur local, Arnaud Pinsant, qui a fait la venue des formateurs, organisation sur place, etc. Vous allez être filmés ce soir, donc n'oubliez pas d'avoir votre plus beau sourire, parce qu'on a Lucas Oudard et son équipe et lui-même surtout, qui va gérer la communication. Donc merci à lui, on est encore une fois vraiment content de pouvoir faire du lien comme ça entre formation initiale, formation continue, vie étudiante, vie professionnelle, vous donner un petit peu des perspectives de ce que vous allez pouvoir faire ou ce que vous pourrez envisager plus tard. Donc voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'il y a une grande soirée qui nous attend et je voudrais avant ça qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour l'équipe organisatrice de cet événement. Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue. Du coup, nous, on va vous présenter un petit peu le projet. C'est une conférence à laquelle vous allez assister, vous allez pouvoir participer. C'est une conférence qu'on organise dans le cadre de notre UE projet, donc à l'école, comme l'a dit Mathieu juste à côté. Et on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir. Donc, je vais présenter un petit peu l'équipe. Vous avez pu voir Amélie à l'accueil qui attend encore quelques personnes, je crois. Solène aussi, qui est là et qui a joué la vigile aussi. Martin et Damien juste à côté, qui vont participer aussi à l'échange de ce soir, et moi-même, Maxence, qui vous appelle. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les remerciements, même si Mathieu l'a déjà fait. Merci déjà à Arnaud Vincent et Bastien Onfray qui nous ont encadrés. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe, merci à l'école, merci à la fac de droit de nous prêter les locaux. Je vais aussi parler un petit peu comment ça va se passer pour ce soir. Mais avant tout, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour nos deux intervenants, Flavio Bonnet et Florence Morisseau. Florence, Flavio, merci encore de venir ici. Vous avez fait la formation aujourd'hui, vous avez animé le cours 1.1 sur les blessures en course à pied, le diagnostic, dans le cadre de la clinique du coureur. Pour les gens qui ne vous connaîtraient pas parmi nous, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Vous avez combien de temps? Parce que je suis vieille, donc j'ai beaucoup de choses à dire. Donc moi, je suis Florence Morisseau, je suis kinésithérapeute, spécialisée dans les pathologies en lien avec la pratique de la course à pied essentiellement. Je travaille 2 jours en cabinet et sinon j'enseigne pour la clinique du coureur et pour un autre institut de formation, l'Institut Mackenzie France. Et en fait, j'ai eu le privilège d'avoir l'opportunité de développer les cours de la clinique du coureur, qui est à la base une entreprise québécoise, en France à partir de 2015 avec Flavio. Et on est parti de l'organisation de 8 cours en 2015 à plus d'une centaine de cours, 120 cours dans les années 2023, 2024, 2025. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Et puis, accessoirement, je suis coureuse à pied, plutôt orientée vers la pratique de l'ultra, pour 2 raisons. La première, je pense que j'ai pas eu le gène de la vitesse.
et plutôt le gène de la résilience et de l'endurance. Et puis pour la deuxième raison, parce que je vieillis, donc on va encore de moins en moins vite, et que en allant de moins en moins vite, on se dit que c'est peut-être pas plus mal de prolonger les distances. On a l'air moins ridicule, mais voilà. Aujourd'hui, je m'amuse beaucoup dans ma pratique et j'ai vraiment le sentiment d'avoir basculé vers une pratique qui est plus du tout compétitive, mais vraiment beaucoup plus santé. Et je pense avoir à cœur de partager ce message qui est la capacité de rester en bonne santé via la course à pied. Et j'aime le partager et j'aime le vivre pour pouvoir le partager d'autant mieux. Alors, bonsoir à toutes et à tous et encore merci à toute l'organisation, les étudiants, merci à vous. Arnaud, évidemment, tu as fait un travail aussi énorme et merci à toutes et à tous d'être là. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir une atmosphère kiné si vibrante, je trouve, à Orléans. Et puis il y a beaucoup de gens ici que je connais, Mathieu de longue date, Nolwenn qui travaille avec moi à l'agence et puis Agathe aussi pour Fino Network. Donc c'est très très chouette. Donc moi je suis Flavio Bonnet, je suis kiné depuis 15 ans, j'exerce à Paris. J'ai rejoint la clinique du coureur fin 2014, début 2015. On a développé la clinique du coureur en France avec Florence et en parallèle, moi j'ai développé un autre organisme qui s'appelle l'agence EBP, dont l'objectif est de faire venir les meilleurs chercheurs internationaux en France, qu'on traduit en français. Donc voilà, il y a toute une équipe qui collabore et moi je suis kiné de formation, j'exerce encore 2 jours au cabinet, lundi et mardi, et le reste du temps, soit on donne les formations de la clinique du coureur avec les collègues, soit je gère l'agence EBP avec toute une team. Et c'est vrai que c'est un peu moi le communicant, c'est moi que vous allez un petit peu voir sur Instagram, etc., où j'essaie de créer du contenu et vous apporter de la valeur pour que vous puissiez aider au mieux vos patients au jour le jour. Donc voilà, c'est une petite. Je me suis pris un petit peu de passion pour ça et c'est chouette. J'ai beaucoup de feedback régulièrement positifs de votre part, donc ça fait très plaisir. Et puis merci pour l'invitation encore et j'ai hâte de voir cette conférence. D'habitude, vous savez, on prépare des diapos, on réfléchit pendant des semaines. Et là, on nous a dit cette fois-ci, vous ne préparez rien, c'est surprise. Alors on s'est dit waouh. Donc première fois, donc bravo pour ce format innovant. Merci. Et puis j'ai hâte de découvrir vos questions. Merci beaucoup. J'ai juste rajouté un petit mot pour le CFKO aussi, géré par Arnaud Vincent. Donc c'est le club formation kiné Orléans. C'est un organisme, ça permet aux organismes de formation de venir proposer leur formation sur Orléans. Et donc ça permet aux kinés de la métropole de venir se former à la maison. C'est vraiment sympa. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a une page Facebook, le CFKO pour ça. Alors, avant de passer dans le vif du sujet, vous avez vu qu'il y a un WooClap juste derrière moi. Vous allez pouvoir flasher le code si jamais ce n'est pas déjà fait. Ce WooClap, en fait, il va rythmer toute notre soirée. On va retrouver différents thèmes sur les blessures en course à pied. Parce que je suppose que si vous êtes venu ici, c'est que vous avez un intérêt pour la course à pied, qu'il soit personnel ou bien dans le cadre de la prise en charge de quelques patients. Du coup, le but de ce soir, ça va être de discuter un petit peu des blessures en course à pied, de leur prévention, de leur prise en charge, de la récupération. Et à chaque fois, vous serez invité à participer, à répondre à une question simple sur un de ces thèmes. Vos réponses, elles apparaîtront en temps réel derrière moi sur le tableau. Et donc ça permettra à nos 2 experts de discuter de leur point de vue, qu'ils soient les mêmes ou non, de leurs connaissances, de leurs compétences, de leur expérience dans le domaine. Et comme ça, on aura un échange tous ensemble. On terminera aussi avec un petit temps de réponse aux questions que vous avez pu poser sur le formulaire d'inscription. D'ailleurs, merci pour votre participation, il y en avait vraiment beaucoup. Et je crois que j'ai fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée en votre compagnie. Et puis, merci encore. Merci. Bravo les gars. Vas-y. Alors, bonjour à tous. Pour commencer cette soirée, on va aborder un sujet qui concerne le début des blessures, notamment donc, savoir les détecter. Et je vais vous poser une question. Donc, est-ce que selon vous, est-ce qu'il faudrait plutôt, quand on détecte un début de blessure, continuer à courir, ou alors plutôt s'arrêter complètement de courir? Voilà, je vous pose cette question-là et aussi un petit peu savoir un petit peu comment gérer ces débuts de blessures et reconnaître un petit peu les signes avant-coureurs de ces blessures. Bon, déjà, j'ai l'impression qu'il y a un petit biais d'échantillonnage, puisqu'il y a marqué « continuer de courir hein, », c'est ça? Alors, évidemment, quand on est coureur, l'un des pires trucs qu'on puisse te dire, c'est « il faut que tu arrêtes de courir ».
Et ça, on l'entend fréquemment de la part de professionnels de santé. T'es blessé en course à pied, il faut que tu arrêtes pendant 3 mois. Pire conseil de la Terre. Okay. Cela dit, il faut manipuler des variables pour pouvoir permettre à la personne de courir sans douleur. Et généralement, il y a un framework, il y a des étapes qu'on va retirer graduellement pour voir si on permet à la personne de courir sans douleur. L'un des premiers trucs qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens de courir moins vite ou d'arrêter le fractionné. Déjà, souvent, le niveau de douleur va baisser spontanément. On peut ensuite réduire la fréquence d'entraînement. Si tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine, on va diviser par 2, on va s'entraîner 2 à 3 fois par exemple. Ensuite, on va pouvoir réduire la durée, le volume. On va pouvoir réduire le dénivelé. Et en manipulant ces variables, en effet, on va pouvoir continuer de courir sans douleur. Et si, généralement, peu importe la pathologie, si on peut courir sans douleur, malgré le fait qu'on soit blessé, il faut continuer de courir, d'accord, pour favoriser des adaptations, pour libérer des hormones endorphiniques, etc. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Je sais pas, Flo, toi, si tu voulais rajouter un petit truc. Un tout petit truc, c'est peut-être, mais ça pourrait nous emmener dans un débat encore plus important, c'est qu'est-ce qu'on appelle une blessure en course à pied. Donc est-ce qu'une blessure en course à pied, c'est d'avoir mal quand on court? Franchement, on est tous d'accord que la course, si on se fait pas mal, on ne progresse pas. Donc c'est peut-être se dire qu'est-ce que moi je considère comme une blessure ou qu'est-ce qu'un professionnel vers lequel je suis référé considère comme une blessure. Alors il y a différentes tentatives de définition. Il y a une des définitions qui est que le fait d'être en incapacité de faire 3 entraînements consécutifs ou 7 jours de course à pied d'affilée font que, ou 7 jours d'entraînement, c'est la définition d'une blessure en course à pied. C'est-à-dire si je suis dans l'incapacité de faire ces 3 entraînements consécutifs ou 7 jours, je suis blessé. Maintenant, cette définition-là, elle n'est pas complètement complète, elle ne satisfait pas tout le monde. Il y en a qui cherchent à être un petit peu plus spécifiques dans la définition. Elle n'est pas parfaite, c'est celle qui fait consensus aujourd'hui. Moi, j'aurais envie de vous dire, peut-être se poser la question de est-ce que j'ai mal à la marche? Et à partir du moment où j'ai mal à la marche, déjà, je ne cours pas. Ça ne veut pas dire que je ne cours pas pendant 3 mois. Mais ça veut dire qu'effectivement, il faut absolument que je réduise mon exposition à la contrainte mécanique pour retrouver une aptitude à ne plus avoir mal à la marche, pour recommencer après de façon sécuritaire la course à pied. J'aimerais juste compléter sur les signes avant-coureurs. Tu disais, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? Par exemple, on sait que si vous palpez le tibia au tiers distal de la crête postéro-médiale, si la personne n'a pas mal en courant mais qu'elle a mal quand vous palpez, c'est un risque multiplié par 5 d'avoir une périostite dans l'année. Donc quand vous commencez à avoir des zones qui s'allument comme ça, à la palpation, en tout cas à cet endroit-là, c'était un des signes avant-coureurs. Mais il y a d'autres trucs, par exemple, si vous courez et que vous avez pas mal au tendon d'Achille, mais que le lendemain matin, vous commencez à sentir une petite sensation, vous n'avez pas encore mal pendant l'entraînement, mais le lendemain, vous êtes pire. Et ça, c'est des signes que vous êtes en train de vous diriger vers une blessure. Et donc, pour clôturer un petit peu ce thème, est-ce que quand on détecte donc une de ces blessures, en tout cas une douleur qui apparaît à l'entraînement ou après, est-ce que vous conseillerez plutôt de réduire le temps d'entraînement et donc faire des entraînements toujours disons, aussi longs ou en tout cas diminuer leur fréquence et pas leur longueur, ou alors plutôt réduire leur longueur et continuer à avoir des entraînements assez fréquents? J'ai répondu un petit peu avant, donc Flo, je te laisse le... J'allais dire ça va dépendre un petit peu de la blessure, si on est plutôt vers une pathologie de répétition ou si on est plutôt vers une pathologie liée à la charge, c'est-à-dire à des activités comme le travail de vitesse, de pliométrie, de côte. Donc, dépendamment du type de blessure, on va gérer un petit peu différemment cette variable en lien avec l'entraînement. Mais par exemple, typiquement pour une douleur fémoro-patellaire, j'aurais tendance à dire cours plus souvent mais moins longtemps et moins vite. Sur une tendinopathie d'Achille, là, je vais réduire fortement la vitesse. Peut-être que ça ne m'importe pas trop qu'ils réduisent le volume, mais je veux absolument qu'on enlève la vitesse et les côtes. Donc je crois que c'est difficile de donner une réponse qui fit pour tous les types de pathologies. Ça va être un petit peu pathologie dépendant, ça va être un petit peu niveau d'entraînement dépendant, peut-être niveau d'exigence ou de souhait de performance dépendant, mais c'est sûr que ce sera la variable la plus importante à prendre en considération.
Très bien, merci pour vos réponses. Ensuite, on va pouvoir aborder un autre thème. On nous propose souvent beaucoup d'éléments permettant de réduire le risque de blessure, notamment les échauffements, les étirements, le renforcement musculaire ou encore les massages. Parmi tous ces éléments, on a l'impression que la course à pied elle est un petit peu mise de côté et qu'on passerait presque plus de temps à faire donc, ces différents éléments qu'à courir. Est-ce que parmi ces éléments-là, vous pourriez prioriser certains d'entre eux ou alors plutôt donner des conseils sur quand les faire, à quel moment? Non. On voit du coup qu'il y a quelques tendances qui se dessinent. On voit que le renforcement musculaire quand même est globalement assez haut dans les classements, Ouais. avec les échauffements aussi. Ok, c'est intéressant, ça montre bien qu'on est encore une population biaisée. mais je trouve que c'est toi qui as donné la meilleure des réponses, la plus pragmatique en tout cas dans un premier temps. C'est dans un premier temps, il faut que tu cours, il faut que tu accumules des kilomètres, il faut que tu accumules de la contrainte mécanique et de la tolérance à la contrainte mécanique via la course à pied. Ce qu'on sait, c'est que très clairement, une personne qui court souvent va être moins à risque qu'une personne qui court une fois par semaine. Donc, il vaut mieux courir 5 fois 15 minutes par semaine qu'une heure et quart le dimanche. Donc, il y a vraiment un intérêt à cumuler des petites séances et à cumuler de la contrainte mécanique via la course à pied dans un but d'être tolérant et dans un but de, quelque part, créer une espèce de socle de capacité à supporter la contrainte mécanique. Et puis après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on va pouvoir actionner qui vont potentiellement être des valeurs ajoutées à l'entraînement et à la bonne planification de l'entraînement aussi. Parce que, hormis le fait de courir souvent, à un moment donné, si on veut progresser, il faudra planifier et la planification de l'entraînement va être déterminante. Donc si en première intention, je voulais actionner un levier supplémentaire qui soit différent de la course à pied ou de la planification, c'est évidemment le levier renforcement que j'actionnerai. Même si on sait qu'aujourd'hui, faire du renforcement à des débutants, ça n'a pas de valeur ajoutée sur la prévention des blessures. On sait aujourd'hui quand même que le renforcement est déterminant pour la performance et on a de la science qui est de plus en plus étayée sur le fait que faire du renforcement du pied est extrêmement efficace dans un but de prévention et que si on fait du renforcement au niveau corps et au niveau bassin essentiellement, s'il est supervisé et s'il est bien suivi, il pourra avoir un rôle en termes de prévention. Donc ça fait quand même beaucoup de si, mais dans le pire des cas, tu te rends plus fort et plus performant. Donc si j'actionnais un levier, ce serait celui-là. Ouais, juste pour compléter, moi, un des leviers, je trouve, qui est sous-estimé, c'est vraiment l'éducation qu'on transmet aux coureurs. C'est-à-dire quand vous remettez quelqu'un à la course, ou quand quelqu'un débute, il y a des règles de progression. Vous ne pouvez pas doubler le volume chaque semaine. Vous ne pouvez pas faire 10 km une semaine, 20 km, 30 km 3 semaines après. Donc il y a des règles de progression et en course à pied, on estime que c'est 10% du volume par semaine en plus de volume que vous pouvez faire sans vous blesser. D'accord ? Ou en tout cas en ayant un risque minimal. Donc ces notions-là sont très très importantes en parallèle du renforcement, en parallèle de tout ce que vous avez dit. Et c'est probablement même le plus important. De transmettre ces notions-là qui ne sont pas du tout intuitives pour quelqu'un. Quand on dit, par exemple, quand quelqu'un va acheter des chaussures pour la première fois, il va se dire, je vais commencer tranquillement, je vais partir 30 minutes. C'est pas énorme. Et en fait, c'est énorme s'il n'a jamais couru. D'accord ? La plupart du temps, vous connaissez sans doute les programmes de reprise de course de la clinique du coureur. Ces programmes, ils choquent tout le monde puisqu'on commence à 3 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Et la séance d'après, c'est 4 fois une et 5 fois une. Et vous arrivez en 8 semaines à 30 minutes. Et même avec ça, il y a des gens qui se font un peu mal. Ça dépend vraiment d'où vous partez, de vos antécédents, de votre âge, etc. Mais globalement, les gens sont beaucoup trop rapides dans leur progression en course à pied. Donc ces notions-là de progression sont essentielles, je pense. Donc si on devait un petit peu résumer, ce serait presque au lieu de rajouter quelque chose à la course à pied, ce serait presque plus de structurer son entraînement et de le planifier plutôt que de rajouter quelque chose en plus qui pourrait faire encore plus une contrainte supplémentaire sur le corps. Possiblement, oui. On a parlé de planification. On peut aborder un petit peu le sujet du coaching.
Le coaching, donc c'est quelque chose qui est de plus en plus présent chez les sportifs de haut niveau, mais aussi chez les amateurs, qu'on retrouve même de plus en plus dans le moyen niveau. On a donc des programmes de course à pied, en tout cas d'entraînement, qui sont déjà prédéfinis ou parfois qui sont un petit peu personnalisés. Est-ce que donc un entraînement qui va être planifié par quelqu'un d'autre que soi-même est plutôt un facteur de risque, entraînant plutôt un entraînement mal adapté, plutôt qu'un atout avec donc quelqu'un qui serait professionnel et donc qui pourrait nous donner des bons conseils sur notre pratique? Alors, c'est vrai que je trouve que se faire accompagner, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est d'être en capacité d'être éduqué, de comprendre pourquoi on fait les choses. Et très clairement, un coureur qui comprend, c'est un coureur qui va progresser, c'est un coureur qui va s'engager, c'est un coureur qui va peut-être adapter de temps en temps ce que le coach lui propose parce qu'il a mal dormi, parce qu'il est préoccupé, parce qu'il a senti un petit signe d'alerte la veille. Bref, c'est un coureur qui va être à l'écoute de ce que son corps lui renvoie parce que le coach l'aura éduqué, lui aura expliqué ce qu'on cherchait à développer, ce qu'on cherchait à ressentir, peut-être les tenants et les aboutissants de l'entraînement, et puis bien évidemment de l'éducation à la prévention de la blessure. Donc c'est sûr que moi je peux que encourager plutôt un coaching personnalisé, mais ça peut être aussi un coaching semi-personnalisé comme ça se fait dans plein de clubs avec des gens qui ont une expérience de terrain et qui sont en capacité d'encadrer des groupes de niveau et de rendre service de façon hyper pertinente et hyper enthousiaste et bienveillante aux groupes qu'ils encadrent. Après, c'est vrai que est-ce que le fait de suivre un plan peut-être me faire passer du mauvais côté de la force si j'ai absolument envie de réaliser mon objectif? Ça, il faut juste regarder les stats, mais c'est clair que les gens qui ont un objectif ont plus de risques de se blesser que ceux qui n'en ont pas. Mais en même temps, on court aussi quand même un petit peu pour ça. Donc en fait, le fait de suivre un plan, tu sais qu'il faut que tu fasses cette séance-là, et là c'est 10 fois 300 en 2,55 qu'il faut que tu fasses, et il ne faut pas que tu les fasses en 2,54 ou en 2,56. Si tu te forces à les faire en 2,55 parce que c'est ce que le coach t'avait marqué alors que tu n'es pas dans une bonne journée, ça peut être la séance qui va te faire passer du mauvais côté de la force. Et en ça, aujourd'hui, en coaching, on entraîne beaucoup plus avec des ressentis d'effort qu'avec des temps au kilomètre ou avec des temps sur un 200, sur un 300, sur un 400, etc. Et c'est là encore une fois l'avantage du coaching personnalisé, c'est que le coach t'aura éduqué à percevoir qu'est-ce que c'était un effort en I1, donc il y a une intensité extrêmement confortable. Versus, qu'est-ce que c'est un effort en I5 où là, normalement, au bout de 4 minutes, tu es obligé de t'arrêter parce que tu es au taquet en termes de charge cardio-respi. Et donc, à partir du moment où on aura été éduqué à ça, plutôt que de se référer à des temps au kilomètre, on va se référer à des intensités d'effort. Et du fait, cette intensité d'effort, le jour où tu es moins bien, elle va être élevée pour, certes, une vitesse moins élevée, mais par contre, tu seras quand même dans ton travail de filière comme l'a demandé le coach, sans passer du mauvais côté de la force, parce que tu te seras forcé à faire le temps qui était écrit sur ta planification. Donc, moi, je trouve une énorme valeur ajoutée au fait de suivre un plan, parce que la course à pied, c'est un truc hyper pragmatique. Tu as un objectif, tu suis le plan, tu arrives à l'objectif. Sauf si tu as été trop ambitieux sur le choix de l'objectif. Mais si tu fais tout ton plan et que l'objectif était adapté à tes aptitudes, il n'y a aucune raison de ne pas réaliser l'objectif. La seule chose, c'est que dans le chemin qui va te mener à l'objectif, s'il est ultra personnalisé et donc adapté en permanence à ton ressenti et à ce que tu vis en dehors de la course à pied, parce qu'on est quand même très très nombreux à faire de la course à pied mais à avoir une autre vie à côté, ce sera quand même encore plus pertinent et sûrement un petit peu plus protecteur quant au fait de réussir son objectif et de le faire sans se blesser. Parce que rappelez-vous, la première chose pour performer en course à pied, c'est juste de ne pas se blesser. Et je voudrais revenir aussi sur du coup, les coachings en club, notamment en athlétisme. Il y a énormément de séances qui sont en groupe.
Est-ce que vous savez si il y a des athlètes qui se blessent, on va dire, plus fréquemment si ils courent en groupe et donc qui se forcent un petit peu à courir avec d'autres personnes, disons qu'ils ne sont pas à leur rythme, ou alors au contraire ça va améliorer leur performance et ça va augmenter leur motivation et en tout cas ça va les aider à se pousser, ou alors est-ce que ça va justement augmenter un petit peu le risque de blessure? Moi j'ai une idée, en fait j'ai deux idées derrière. Faut vraiment avoir en tête que quand quelqu'un démarre un programme de course à pied, la première chose qui le fait arrêter, s'il se blesse pas, c'est l'ennui. Donc le groupe a une puissance monstrueuse par rapport à ça, dans le sens où il va créer de l'émulation, il va créer un sentiment d'appartenance, j'ai pas envie mais ouais mais mes copines m'attendent, etc., etc. Donc je trouve une vertu extraordinaire au groupe. Après, dans des clubs d'athlètes, il y a des gens qui sont extrêmement bien formés pour pouvoir faire la même séance à des gens d'un niveau très différent. Encore une fois, c'est juste de l'explication. Qu'est-ce que j'attends de la séance? Qu'est-ce qu'elle doit produire comme adaptation? Et comment je dois ressentir cette séance-là? Bien évidemment, l'effet groupe est hyper boostant quand il faut que tu fasses des intensités très élevées et puis que tu as le copain qui pousse les fesses derrière ou au contraire celui qui tire un petit peu parce qu'il est juste devant. Et, il faut aussi faire ces séances-là qui te bousculent pour aller créer des adaptations. Maintenant, effectivement, on n'est pas à l'abri de concours de longueur de zizi, mais ça, il n'y a pas besoin d'être en groupe pour le faire, il y a Strava qui s'en charge pour nous. Donc, l'un dans l'autre, celui qui se blesse en faisant parce qu'il va trop fort, qu'il y a trop d'émulation en lien avec le groupe, il se blessera tout seul avec Strava. Ouais, juste pour compléter, moi j'ai pas de données particulières là-dessus, mais je vois en pratique quand vous recevez des patients qui sont dans des clubs, souvent en effet tu te fais tirer par l'émulation et tu vas souvent dans un groupe. C'est du fractionné organisé par niveau. Et en fait souvent quand tu te connais pas trop, tu es dans un groupe un petit peu trop ambitieux. Et donc souvent ce que je leur dis c'est soit de retourner dans le groupe d'en dessous, quitte à être en début de peloton, soit se mettre à la fin du peloton dans le groupe d'avant, mais de mieux gérer potentiellement l'intensité pour éviter de se faire trop tirer, de se faire blesser comme ça. Donc, et de se blesser, je veux dire. Donc voilà, ça peut être ça, mais je pense que l'un dans l'autre, il vaut mieux avoir des relations sociales, quelque chose qui te booste, et même si tu as des petits écueils un peu de blessures musculo-squelettiques, plutôt que de ne pas courir, ça c'est sûr. Merci beaucoup. On va parler un petit peu de la récupération. La récupération, donc il y a plein de facteurs qui peuvent jouer sur la récupération, et notamment donc, le risque de blessure, on sait qu'il est beaucoup lié à la récupération. Ah, je viens de donner la réponse. Bon. Que pensez-vous donc de la récupération, de l'importance de la récupération dans le risque de blessure en course à pied? Notamment donc des différents outils. Est-ce que vous pourriez donc donner des outils les plus pertinents et les plus faciles à utiliser au quotidien pour les coureurs qui ne sont pas forcément évidemment professionnels et qui ont une vie à côté, qui doivent se lever tôt, qui doivent aider les enfants? Voilà. Est-ce que vous auriez des outils, des petits conseils comme ça à donner pour cette récupération? Ouais, en tout cas, d'un point de vue des preuves scientifiques, il y a une sorte de pyramide, des choses les plus importantes en récupération. D'abord le sommeil, la récupération vraiment d'un point de vue juste maximiser son temps de sommeil, l'hydratation et la nutrition, avec un apport protéique, un apport de carbohydrates, de glucides. Et puis derrière, il y a des petites choses. Et dans ces petites choses-là, il y a une super étude d'Olivier Dupuis qui était sortie en 2018. C'est collègue de Laurent Bosquet à Poitiers, qui me disait que pour améliorer la récupération, notamment au niveau des courbatures, en fait, tout ce à quoi vous pensez, massage, étirement, bain de contraste chaud-froid, etc., apporte un tout petit effet pris isolément. Il semblerait que le massage soit le mieux pour récupérer des courbatures, mais que l'effet isolé soit un petit peu faible quand même. Donc ça va être une combinaison de ces facteurs-là, cumulé à du sommeil et une bonne nutrition. Je sais pas si tu as autre chose à Non, rajouter, vraiment. Mais... Ouais, en fait, souvent les gens cherchent à avoir des modalités de récupération rapides, magiques, alors que les piliers sont pas assurés.
Et franchement, les piliers, Flavio vous a dit, sommeil, nutrition, hydratation. Et vraiment, une fois que ces piliers-là sont vraiment bien assurés, on pourra s'enquêter de faire des petits rajouts. Mais souvent, en plus, les petits rajouts qu'on va faire, en fait, sur quoi ils vont jouer? Ils vont jouer sur le fait qu'on s'endorme plus vite, ou ils vont jouer sur le fait qu'on dorme mieux. Par exemple, il y a aussi une étude qui avait été faite et qui avait objectivé que la cryothérapie corps entier pouvait être intéressante dans la récupération, mais parce qu'elle faisait que les personnes avaient une qualité de sommeil qui suivait la séance optimale. Après, il fallait pouvoir faire la séance de cryothérapie 2 heures maximum avant d'aller se coucher. Donc ok, je me couche à 23h, à 21h je vais faire ma séance de cryothérapie, on est d'accord qu'on ne la trouvera pas. Hein. Donc, et en fait, l'impact de la séance était encore une fois sur le sommeil. Donc vraiment privilégier les piliers et puis après dépenser de l'argent dans des modalités voilà, qui semblent sexy, mais ça vaut pas le coup de commencer par ça. Okay. Donc le sommeil en priorité et donc la nutrition et l'hydratation. En parlant de ça, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'une bonne nutrition pour un coureur à pied et comment adapter, on va dire, sa nutrition à sa pratique et son hydratation aussi? C'est à ce moment-là que je passe le micro à Florence parce que moi j'ai un dicton, c'est bouger plus pour manger plus. Donc entre nous. Hein. Non mais soyons sérieux. Non, alors soyons sérieux et en même temps soyons honnêtes. Hydratation, nutrition, c'est pas notre grand domaine de compétences. Hein. Même si forcément on est informé, on a nos expériences personnelles, on a nos ressentis aussi en lien avec la course et les petites épreuves auxquelles on s'est exposé. Moi, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est qu'à partir du moment où on fait de la course à pied, à partir du moment où on fait un sport, on a une dépense énergétique. Et que le minimum syndical, c'est de manger ou de faire rentrer l'équivalent de ce qu'on a dépensé. D'accord ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de tendances et beaucoup d'envie de bien faire les choses, beaucoup d'envie de bien manger, d'apporter les bons nutriments, d'apporter les bons macro-éléments, etc. Sauf que parfois, il y a aussi l'envie de contrôler et parfois, il y a aussi l'envie de performer et on est dans un sport où le ratio poids-puissance est déterminant. Et donc, si je perds du poids, potentiellement, je vais plus performer. Et là, je rentre vraiment encore une fois, je tombe du mauvais côté de la force. Et moi, quand je commence à croiser des filles sur le terrain dont les cuisses sont plus étroites que les genoux, ça me fait un petit peu mal à mon sport. Donc, je crois qu'avant de chercher à savoir ce qu'il faut pour optimiser sa performance en courant, faisons rentrer au moins à minima ce qu'on dépense. Et tant qu'à faire, faisons-le rentrer avec des calories qualitatives. Donc, il faut une ration de glucides suffisante, il faut une ration de protéines suffisante et il faut une ration de lipides suffisante. Souvent aussi, on parle de supplémentation, alors que l'assiette de base n'est pas optimale. Dépensez des sous dans votre supplémentation quand au moins votre assiette de base est, j'allais dire, au moins correcte. Si on veut bien faire attention, on n'est pas une grande majorité à avoir une assiette la plus correcte possible et le plus souvent possible. Donc, je crois qu'il faut rester pragmatique, il faut rester simple aussi, pas tomber encore une fois dans les travers des promesses du marché et puis se faire accompagner si vraiment on est dans l'incapacité de le gérer tout seul ou si vraiment on a tout optimisé, il y a encore quelque chose qui ne va pas à ce moment-là, s'orienter vers des personnes dont le domaine de compétence, c'est la nutrition sportive et qui sauront vous accompagner de façon optimale. Mais j'ai quand même à cœur de lutter contre le syndrome de déficience énergétique lié à la pratique sportive. Et pour revenir à ce que tu disais, on parle de dépenses énergétiques et je pense que ça ne se limite pas à juste l'apport calorique ou même l'apport en protéines et en glucides et en lipides, puisque imaginons si je mange que du Nutella, en soi je vais absorber des calories, je vais absorber des lipides et des glucides et
Et imaginons que je mange un peu de poulet, donc ça me fait des protéines. Du poulet au Nutella. Poulet Nutella. Donc, Concept est-ce orléanais. que vous auriez je pense que c'est important que les gens aussi sachent comment se renseigner sur la nutrition. Est-ce que vous auriez des petits conseils comme ça, des sites, pourquoi pas même des formations à faire, ou alors des choses pour ça? Oui, clairement, à ce niveau-là, la clinique du coureur propose un cours sur la nutrition et les sports d'endurance. Et puis, moi, ce que je vous encourage, c'est à suivre les enseignants de cette formation-là, que ce soit Anthony Berthoud, que ce soit William Seychelles. Je perds le nom de médecin Samuel Marafi, qui suit des cyclistes aussi. C'est des gens que, alors Anthony et William sont présents sur les réseaux, Samuel un petit peu moins, mais c'est des gens qui sont extrêmement intéressants à suivre et à lire. Et je vous recommande le livre d'Anthony Berthoud aussi, qui est pas très digeste dans la présentation, mais extrêmement pertinent dans les informations qu'il va vous présenter. Et en même temps, c'est quand même ce qu'on vient chercher quand on ouvre un bouquin autour de la nutrition. Merci beaucoup. On peut parler de la nutrition. La nutrition, donc Flavio, comme tu l'as dit, ça peut être aussi un plaisir. Super transition sur les facteurs psychologiques et l'influence donc, de ces derniers sur les blessures et notamment la gestion du stress. Et est-ce que, selon vous, une bonne gestion du stress et une bonne gestion de sa santé mentale en tant que coureur est un facteur protecteur des blessures en course à pied? Et si, comment? C'est une colle, pour toi. C'est bon. Si, je pense qu'un des arguments, c'est qu'on sait que les gens qui ont une tendance obsessionnelle sont plus à risque de se blesser. En même temps, première chose. Deuxième chose, on sait qu'il y a plus de troubles psychiques, chez les coureurs, il y a pas mal de gens qui ont des troubles psychiques. Intéressant. Donc, est-ce qu'ils courent pour compenser leurs troubles psychiques? Est-ce que c'est leur trouble psychique qui les fait courir? En tout cas, la course à pied, c'est quand même une activité de contrôle. C'est quand même une activité qui active des schémas de récompense via le contrôle, donc qui nourrit aussi un petit peu les gens qui ont besoin de ce contrôle-là. Donc, c'est sûr qu'il y a une fragilité et il y a potentiellement une augmentation de la probabilité de se blesser quand effectivement on est dans des schémas de circuits de récompense en lien avec le contrôle. Maintenant, je pense aussi qu'il faut voir la course à pied comme un moyen de maintenir sa santé psychique, un moyen de maintenir sa santé émotionnelle dans des bons flots, on va dire, et d'évacuer justement un stress trop important au niveau du travail, d'évacuer peut-être un stress ou une anxiété en lien avec la prise en charge d'un parent qui va pas bien ou d'enfants qui peut-être qui galèrent un petit peu dans leur choix d'orientation ou leur choix de vie, etc. Donc, avant de se dire que la course pourrait nuire à la santé mentale, j'aurais tendance à dire qu'elle va, dans un premier temps, améliorer la santé mentale pour avoir, cette capacité-là, justement, à pouvoir décharger un petit peu quand on a un trop-plein. Juste, qui court parmi vous Okay, il y a beaucoup de coureurs. Comment on pourrait décrire la sensation qu'on a après un bon run? C'est difficilement descriptible, hein. Ce bien-être ressenti, cet essoufflement, c'est sûr que moi je trouve que cliniquement, quand vous regardez des coureurs, clairement si vous les privez de course à pied, leur santé mentale commence à déconner. Ça c'est évident. Maintenant il y a des gens qui peuvent avoir des troubles dépressifs et qui tamponnent, si vous voulez, cette dépression grâce à la course à pied. Maintenant, je pense que oui, il y a des troubles comme la bigorexie, vous savez, de l'addiction au sport, au point que ça trouble tes relations sociales, etc. Mais je pense que c'est marginal comparé aux bénéfices général qu'on peut avoir grâce à la course, quoi. Donc, non, courez, vous préoccupez pas de ça et votre santé mentale s'en portera beaucoup mieux, je pense. Ça, c'est même ce qu'on nous recommande de faire en tant que kiné.
l'activité aérobie, l'activité physique, c'est ce qu'on peut recommander à tous nos patients, pratiquement peu importe leur pathologie. Et par exemple, quelqu'un qui va être stressé au travail, et particulièrement sur une journée, un stress, un gros stress psychologique, et qui a sa séance le soir, est-ce que ça va influencer le risque de blessure? Et si oui, comment est-ce qu'il peut un petit peu modifier sa séance ou alors garder sa séance C'est intéressant, je pense qu'il faut distinguer le stress aigu chronique versus un gros stress ponctuel. Tu vois, quelqu'un qui est soumis à un stress permanent pendant des mois, des années, je pense que là, il est vraiment vulnérable et qu'il faudrait qu'il adapte ses séances, peut-être qu'il réduise un peu l'intensité et surtout qu'il règle ses problèmes de stress qui, au boulot, on peut le voir, ça peut être du harcèlement, ça peut être des deadlines, ça peut être un manque de reconnaissance. Ce genre de choses-là génère un stress particulier chez les gens. Maintenant, si c'est un stress aigu, je pense que tu peux facilement faire face à ça, comme un manque de sommeil aigu. C'est-à-dire tu fais une nuit blanche, je pense que ton corps est en fait assez résilient sur du court terme. Par contre, si tu manques de sommeil de façon très chronique, je pense que ça te rend très vulnérable aux blessures. Ouais. Trop bien. C'est super intéressant parce que je ne m'attendais pas trop à cette réponse. C'est très, très intéressant. On va parler d'un sujet un petit peu différent. On va parler des distances extrêmes. Donc, on a plein de coureurs dans la salle et même parmi vous qui peuvent donc courir parfois de l'athlétisme, donc faire des compétitions sur 100 mètres, ou d'autres qui peuvent faire des compétitions sur 100 km, 200 km. Et donc, est-ce qu'au niveau des spécificités biomécaniques, un coureur de haut niveau, disons sur course de fond, demi-fond, sprint, va être plus à même de se blesser plutôt que des coureurs plutôt sur ultra-distance? Et je pense que ça va être intéressant un petit peu de voir les résultats des publics. On va voir si ça peut plus équilibré. On voit que du coup, les coureurs plutôt sur courte distance, selon le public, seraient plus à même de se blesser plutôt que des coureurs sur longue distance. Sur longue distance. Alors on pourrait dire que la longue distance, c'est beaucoup de contraintes pour le corps. Ouais, c'est intéressant, très intéressant. Alors moi, ça me fait penser à l'étude de Hoffman qui avait regardé quelles sont les raisons d'abandon en ultra. Et dans 23% des cas, c'était des troubles digestifs. Premièrement. Vous savez ce que c'est la deuxième? Ne pas passer les barrières horaires. Et les raisons, les blessures musculo-squelettiques étaient juste de 7%. Donc c'était 23% pour les troubles digestifs, 18% pour les barrières horaires et seulement 7% pour les blessures musculo-squelettiques. En fait, je pense, mais Florence pourra commenter parce que moi je fais pas d'ultra, je suis coureur parisien. En fait, je sais plus ce que je vais dire. En ultra, j'ai fait ma connerie et en ultra, quand tu fais plus de 40, on estime 50 bornes et plus, 80, quand tu passes une nuit dehors, en fait, il y a un moment, tu vas avoir mal, c'est sûr. Tu vas avoir mal de partout, c'est bien normal. Peut-être même que tu viens chercher un petit peu ça. Tu nous en parleras. Et en fait, tu acceptes la douleur. Est-ce que tu considères ça comme une blessure? Je sais pas, mais je pense que dans les ultras, t'as mal. Mais c'était juste pour vous faire réfléchir qu'en fait, les blessures musculo-squelettiques en ultra, c'est pas le plus gros des problèmes, en tout cas dans les abandons, quand on regarde les raisons d'abandon. Et ensuite, évidemment, on a beaucoup de blessures aussi sur du sprint, notamment aux ischio-jambiers, à la ponévrose plantaire, au tendon d'Achille. Maintenant, est-ce qu'on peut comparer les prévalences? Je pense que c'est délicat à comparer quand même. Maintenant, les blessures vont pas se passer au même endroit. Ça va pas être les mêmes pathologies. On aura beaucoup plus de bandelettes iliotibiales, le syndrome de l'essuie-glace, chez les gens qui font du long avec beaucoup de descente. Et on n'en verra jamais en sprint. On verra beaucoup de lésions des ischios, on verra beaucoup d'aponévrosie plantaire, tendon d'Achille. Donc c'est pas, je sais pas si on peut comparer les prévalences. En tout cas, les pathologies sont différentes. Et sachez que sur du long, on peut s'y adapter, même s'il y a beaucoup de choses qui vont tirer quand ça devient très long et très dur, quoi. Moi, j'avais envie de vous faire réfléchir aussi et vous poser la question, si vous savez, Jim Walmsley, c'est un des meilleurs trailers du monde, en tout cas sûrement un des plus rapides. Il a gagné l'UTMB en 2023. D'après vous, quel est son temps maximum de courses consécutives pendant l'UTMB? C'est-à-dire combien de temps d'affilée il a couru au maximum pendant la course?
Un quart d'heure? Non, il est quand même en 20 heures ou à peine moins, un tout petit peu moins. Ouais. En fait, le temps maximum où il a couru, c'est 1h45. Vous voyez que c'est pas beaucoup en fait. Et c'est le meilleur et c'est le plus rapide. Donc vous imaginez celui qui a terminé en 46 heures? En fait, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la pratique de l'ultra, elle n'impose pas forcément de faire des ultras tous les week-ends. Que quand tu t'entraînes pour un ultra, c'est ridicule d'aller faire 6 heures de course à pied, d'aller faire 4 heures de course à pied, parce que tu ne courras jamais 4 heures d'affilée pendant ton ultra. Donc effectivement, tu vas t'exposer à des 2h30 de course à pied, mais il n'y a pas de raison de faire beaucoup plus. Et que finalement, ce sera peut-être des 2h30 de course à pied que tu auras fait après avoir fait 2 heures de vélo, ou tu auras fait de l'après-fatigue, et où finalement tu vas avoir une biomécanique obligatoirement hyper protectrice parce que tu es dans l'économie maximum de ton effort. Donc en fait, au-delà du fait que on n'aura pas du tout les mêmes blessures, ayez en tête que l'ultra impose une planification spécifique, mais qui ne demande pas de courir ou une consommation ultra de la course. Dans le sens où oui, il faut courir beaucoup, mais pour préparer un ultra, il faut aussi faire beaucoup d'autres choses, et notamment de la rando, et notamment du vélo, et notamment de la muscu. Et finalement, la proportion de course là-dessus, elle n'est pas non plus complètement disproportionnée. Et donc, est-ce qu'un coureur d'ultra est plus préparé aux blessures et donc, disons, qui se prépare plus à son épreuve plutôt que quelqu'un qui va faire du sprint ou du demi-fond? Ah non, je pense que les deux sont indispensables. Et celui qui veut performer en sprint, il est ultra préparé à son sprint et ultra préparé à la spécificité de son sprint. Alors c'est sûr qu'en volume, il ne va pas beaucoup courir, mais il va faire tellement d'autres choses. Il va faire de la muscu, il va faire des éducatifs de foulée, il va faire des travails de coordination, il va faire du travail de survitesse, il va faire des milliers de trucs que fait pas l'ultra trailer. Et les deux, s'ils veulent arriver à leurs objectifs, il va falloir qu'ils soient ultra préparés. Je pense, juste pour compléter, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence des contraintes d'un point de vue bioméca. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'énormes contraintes sur un temps très court en sprint, sur certaines structures, alors qu'en ultra, ce sera plutôt des contraintes, au final, beaucoup moins fortes que du sprint, mais sur beaucoup plus longtemps, quoi. Donc il faut avoir une spécificité dans l'entraînement et dans la préparation par rapport à ça. Ok, merci beaucoup. On va parler un petit peu du rôle de la technique en course. Notamment, on entend souvent parler de la course avant-pied, médio-pied, enfin de l'attaque médio-pied, avant-pied. Est-ce que cette technique de course a réellement une importance sur, d'une, la performance, et de deux, est-ce que les gens qui apportent beaucoup d'importance à la technique de course, disons que, est-ce qu'ils laissent plus ou pas? Très intéressant. Alors voyons voir ce que nous dit alors joue un rôle majeur, le point le plus important, et le troisième rôle mineur. Joue un rôle mineur. Ils sont vraiment les gens sont assez partagés entre l'influence de la technique de course. Rôle majeur, ouais. Tout le monde a voté? Ils sont quand même très affûtés à Orléans, moi je trouve. Quand même. C'est très très fort, hein, confrères. Combien d'étudiants parmi vous? Étudiants kiné? Waouh! Combien de kinés diplômés avec un beau diplôme? Ok. Alors, aussi. Alors, vous savez quoi, après 15 ans de diplôme, 10 ans de spécialisation avec les coureurs, je suis vieux, 7 ans d'enseignement principal à la clinique du coureur, où on mettait beaucoup l'emphase sur la biomécanique, l'analyse de foulée, etc. Aujourd'hui, avec le recul, je peux vous dire que c'est un facteur vraiment marginal dans le risque de blessure, mis au regard de la quantification du stress mécanique, c'est-à-dire la capacité à progresser lentement et graduellement. Concrètement, ça veut dire que tu peux avoir une foulée dégueulasse, mais si tu es extrêmement progressif, tu peux t'y adapter, ça peut être tout à fait OK pour toi. Une fois qu'on a dit ça,
on observe que les gens qui performent en course à pied développent des schémas moteurs particuliers qui les rendent à la fois économes en course à pied, protecteurs pour leur structure et très efficaces d'un point de vue de la performance. Et cette foulée en course à pied de fond, sur du plat, elle ressemble à quelque chose qui a une haute cadence, entre 170 et 190, avec une pose d'appui médio-pied, tendance médio-pied, c'est-à-dire allant du talon proprioceptif, c'est-à-dire une angulation assez fermée au sol, mais un talon qui touche d'abord, jusqu'à l'avant-pied. Ça, c'est la foulée qu'on retrouve la plus efficace, avec une mise en charge sous le centre de gravité, un faible déplacement vertical. Et on s'aperçoit que plus vous cumulez en fait des kilomètres, plus vous allez être efficace et économe. Maintenant, d'un point de vue risque de blessure, tu peux tout à fait t'adapter à peu près n'importe quoi comme foulée. Donc voilà, et c'est pour ça que maintenant, on y accorde toujours un petit peu d'importance si on voit des choses qui sont vraiment des outliers, c'est-à-dire qui sont vraiment d'un côté ou de l'autre, qui sont trop loin qui sont trop extrêmes, quoi. Mais est-ce que ça a vraiment un gros rôle dans la gestion des blessures ? On en revient. Mais je suis curieux d'avoir ton avis, toi, puisqu'on n'a jamais vraiment rediscuté. Non, je te rejoins complètement. Après, je pense qu'il y a aussi, faut vraiment avoir en tête que une chose est sûre, si vous voulez blesser quelqu'un, dites-lui de courir comme il semblerait être une biomécanique protectrice et efficace, c'est-à-dire tendance médio-pied avec une cadence de 180 pas par minute et un faible déplacement vertical et un faible temps de contact au sol. C'est sûr que s'il part d'une foulée complètement opposée à ça et que demain vous lui dites « cours comme ça », vous êtes sûr que vous allez le blesser. Le fait de corticaliser sa biomécanique, ou de se dire « tiens, je vais courir comme ça parce que j'ai vu qu'il y avait des gens à l'avant du peloton qui couraient comme ça », va augmenter le risque que tu te blesses et ne sera absolument pas durable parce qu'on n'acquiert pas des automatismes moteurs en les décidant. On va les acquérir en les travaillant de façon induite. Alors effectivement, si tu veux optimiser ta biomécanique de course, cours. Accumule des kilomètres. Par exemple, on sait que les coureurs qui cumulent des kilomètres ou qui ont des kilomètres derrière la casquette ont une tendance à se symétriser dans leur biomécanique de course, beaucoup plus que les débutants. Tout simplement parce qu'ils ont accumulé de la biomécanique, ils ont accumulé de la contrainte et petit à petit, cette biomécanique s'est affinée pour devenir la plus efficace et la plus autonome et la plus économe possible. Donc la première chose pour optimiser sa biomécanique, c'est de courir. Et puis après, il y a plein de petits exercices qui vont potentiellement pouvoir stimuler ton pied et potentiellement pouvoir se transférer ou avoir une transférabilité lors de la pratique de la course. Alors peut-être qu'en club, vous avez déjà fait tout le travail des éducatifs de foulée, que ce soit les A, les B, les C, les D, des travails d'échelle de rythme, des travails de pliométrie qui vont dynamiser un petit peu votre pied. Et ce travail accumulé de façon induite va avoir un retentissement sur la biomécanique. Mais une chose est sûre, Flavio vous l'a dit, on s'adapte à n'importe quelle biomécanique aussi spécifique ou singulière qu'elle soit. Et là, j'ai même envie de vous dire, regardez ce qui se passe en handisport. Les gens qui sont en situation de handicap arrivent à performer bien mieux que la grande majorité d'entre nous avec des biomécaniques qui leur sont propres et qui est propre à leur handicap et à leur situation. Et ils ne se blessent pas plus que les autres. Donc, on peut s'adapter à n'importe quelle biomécanique à condition d'être ultra progressif dans son exposition à la contrainte. Accumuler des kilomètres va nous faire optimiser notre biomécanique. Et si je veux l'optimiser encore plus, il va falloir que je le fasse de façon subtile, induite, non corticalisée. Et à ce moment-là, faire des éducatifs pourra être extrêmement intéressant. J'ai une petite question. Est-ce qu'une seule et même personne va avoir une foulée différente en fonction de la vitesse, des exercices qu'il va faire? Comment on peut changer sa foulée alors que, disons qu'on n'a pas forcément envie de la changer, mais est-ce qu'elle change naturellement en fonction de la vitesse? Oui, elle va changer, puis vous avez peut-être fait tous l'expérience qu'on a tendance à être un peu plus sur l'avant-pied à partir du moment où on va plus vite. Pour autant, quelqu'un qui a une biomécanique qui est très cristallisée va être en capacité d'avoir exactement la même biomécanique, en tout cas de pose du pied au sol, parce que la biomécanique
complète, non, bien évidemment, dans le sens où la taille de la foulée sera beaucoup plus petite, mais qu'il aille à 8 km/h ou qu'il aille à 14 ou à 16 km/h. C'est plus la demande en fonction de l'objectif qui va faire que c'est clair que si tu dois faire un 100 bornes, bah, au fur et à mesure de ta course, il va falloir que tu sois très 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 économe et il y a de grandes chances qu'à la fin de ton 100 km, tu montes encore un peu moins les genoux qu'au début. Mais si tu t'es aligné sur un 100 km, ça voudra dire que tu auras déjà optimisé cette biomécanique extrêmement économe qui va faire que tu vas pouvoir aller au bout. Juste pour compléter par rapport à ce que tu disais, on voit très très peu de gens qui font du 100 bornes route sur l'avant-pied quand même. Et à l'inverse, vous verrez quasiment zéro sprinter sur le talon. Donc c'est très dépendant, cette pose du pied au sol, de la vitesse à laquelle on court, essentiellement d'ailleurs. Par contre, tu vois, tout à l'heure on parlait de biomécanique de course, de cinématique en fait, de la façon dont on pose le pied au sol, entre autres, marqueur cinématique, mais on en est revenu, donc je vous disais qu'on en revenait un petit peu de cela, mais on revient aussi de la cinétique, c'est-à-dire des forces en jeu. Pendant longtemps, on pensait que la vitesse de force d'impact, le taux d'application de la force au sol était un facteur de risque. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'en fait, c'est plus vraiment vrai. Il y a eu des meilleures études avec des meilleures méthodologies. Et on s'aperçoit que ça aussi, ça n'est plus vraiment vrai, ou en tout cas peut-être pour un sous-groupe de patients. Donc en fait, vous devez vous dire, mais qu'est-ce qui compte alors dans la bioméca et dans la cinétique et dans la cinématique ? En fait, pas grand-chose. Ce qui est essentiel, c'est de bien arriver à faire progresser vos patients lentement, basé sur leur expérience, leur vécu et leur capacité d'adaptation. Donc une foulée plutôt personnalisée plutôt que d'essayer de ressembler à d'autres types QP. Ok. Concernant l'impact des surfaces de course, est-ce que selon vous il y a une différence du risque de blessure en fonction entre la personne qui va courir plutôt sur du bitume, plutôt quelqu'un qui va faire du trail, plutôt de la piste, du tapis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Et si oui, est-ce que ça va changer aussi le risque de blessure de courir sur différentes surfaces? Alors, en bon parisien, vive le bitume, ok? Le bitume, c'est la vie. Non, je plaisante. En vrai, le risque de blessure est le même en fonction des surfaces. Ce qui va être à risque, c'est le changement de surface. C'est-à-dire, sans parler de dénivelé, si tu passes du bitume à du sable, tu prends un risque majeur de te faire une tendinopathie, par exemple. Maintenant, si tu es habitué à ça et que ton entraînement ne change pas beaucoup en termes de volume ou d'intensité, même risque de blessure pour moi. Ouais, je sais pas si tu veux. C'est intéressant parce que les gens visent plutôt en trail et partent en piste, plutôt à fort risque de blessure, plutôt que quelqu'un qui court sur la route. Non, moi je pense même qu'en trail on se blesse moins. On se blesse moins parce qu'on est obligé d'avoir une grande variabilité dans nos façons de poser les pieds au sol et on est beaucoup moins dans l'aspect très redondant, très répétitif, très cristallisé d'une biomécanique sur route. Franchement, si vous avez un conseil à donner à vos patients, c'est de varier les surfaces, c'est de privilégier les surfaces naturelles. Et c'est clair qu'en plus, ça va développer, le fait de privilégier des surfaces naturelles, ça va développer des habiletés en termes de lecture du terrain, en termes d'anticipation de la façon de poser son pied au sol, etc., qui sera extrêmement intéressante. Mais moi, d'expérience dans mon cabinet, j'ai beaucoup plus de gens qui préparent un marathon qui se blessent que de gens qui préparent un ultra-trail. Alors, il y a une histoire, il y a un biais à tout ça, hein. Il y a un biais en lien avec le fait qu'il y a certainement une expérimentation ou une expérience qui est différente. Et puis, il y a une connaissance de soi qui doit être aussi extrêmement différente. Mais je pense très clairement que le fait d'être exposé à des surfaces variées et d'avoir dans son capital la possibilité, j'allais dire en banque, la possibilité de varier sa façon d'appuyer pied au sol, fait qu'on est moins exposé à des pathologies de répétition, essentiellement. Très bien, merci beaucoup. Et ça pourrait faire le lien un petit peu avec le sujet d'après. On pourrait s'imaginer, par exemple, si notre entraînement, notre sortie, elle est un petit peu difficile, tiens, je vais aller courir sur l'herbe. En s'imaginant que ça va être plus mou. Est-ce que certaines chaussures qui connaissent donc un gros amorti, des chaussures plutôt maximalistes, ou alors il existe aussi des chaussures plutôt minimalistes, avec très peu de semelles, très peu de drop, donc de différence entre le talon et l'avant-pied. Est-ce que ça va avoir un impact sur le risque de blessure
Ah, c'est une bonne question. En fait, si on regarde honnêtement la science, on a une légère tendance que les gens très habitués à des chaussures plutôt proches du sol auraient tendance à moins se blesser. Mais en fait, c'est de la science qui est relativement molle, c'est de la science qui est relativement biaisée, c'est pas de la méthodologie très forte parce que c'est des questionnaires, c'est de l'interprétation de réponses à des questionnaires. Donc franchement, si on veut être totalement honnête, avec n'importe quelle chaussure, tu te blesseras si tu vas trop vite, trop fort, trop tôt. Tu te blesseras juste pas au même endroit. Avec une chaussure dite minimaliste, donc dans l'indice minimaliste, dans le caractère minimaliste de la chaussure, on retrouve 5 critères qui est le poids, la technologie, l'épaisseur de la semelle, le drop et la flexibilité. Donc plus la chaussure va être proche du sol, plus ça va demander des contraintes au niveau du pied, de la chaîne postérieure, donc tendon d'Achille, mollet. Donc plus j'aurai de risque d'avoir des blessures qui s'adressent au pied, métatarsalgie, fasciite plantaire, tendinopathie d'Achille, lésion du mollet, en gros. Maintenant, plus je vais avoir une chaussure maximaliste, donc un peu les big shoes qu'on a aujourd'hui en magasin, là, ça va protéger mon pied. À la base, on pensait qu'en protégeant le pied, on protégeait l'ensemble du squelette, mais en fait, on ne protège que le pied. Et là, par contre, on va vraiment surexposer les structures au-dessus de la cheville, donc la partie antérieure de la jambe, le genou, la hanche et le dos. Donc en fait, dépendamment de ce avec quoi tu es chaussé, si tu vas trop vite, trop fort, trop tôt, soit tu te blesses au pied, soit tu te blesses au genou, à la hanche et au dos. Est-ce qu'on pourrait conseiller aux gens de faire par exemple certaines sorties avec des chaussures minimalistes et d'autres sorties avec des chaussures maximalistes? On voit les coureurs en athlétisme qui ont leur pointe pour les séries très rapides et qui vont aussi faire des footings avec des chaussures avec beaucoup d'amorti. Est-ce que privilégier donc certains types de chaussures en fonction de notre séance, est-ce que ça peut avoir un impact aussi? Alors, sur le fait que les sprinteurs courent avec des pointes et font leur jog, ils ne courent pas beaucoup les sprinteurs. Un jog, c'est 10 minutes. Avec des grosses chaussures, je pense que là, il y a un rationnel qui est disproportionné et qui est surtout disproportionné en lien avec qui les paye pour courir avec quoi. Dans le sens où c'est sûr que pour performer, ils sont obligés d'avoir des pointes, mais pour passer devant la télé et puis être un petit peu en démonstration, là ils vont mettre les chaussures de leur sponsor et puis vu qu'ils vont pas faire des gros footings avec, ça va pas changer grand chose. Est-ce qu'il faut que je fasse le grand écart entre deux types de chaussures? Là, je pense que encore une fois, c'est s'exposer à un danger. C'est s'exposer à la blessure. Le corps aime pas qu'on change. Si tu changes quelque chose, tu augmentes le risque de te blesser. Donc si tu changes de chaussures où ça te demande de faire le grand écart d'un point de vue adaptation biomécanique, c'est sûr et certain en tout cas, ou adaptation biotissulaire, c'est sûr et certain que tu vas augmenter le risque de te blesser. Donc moi j'aurais tendance à t'encourager à avoir plusieurs chaussures, parce que ça on sait que la personne qui varie sur plusieurs chaussures à l'entraînement se blesse moins que la personne qui a tout le temps la même chaussure. Pour autant, de choisir une chaussure, ou plusieurs paires de chaussures qui sont dans la même gamme en termes d'indice minimaliste. Si tu es avec une chaussure aux alentours de 70% d'indice minimaliste, tu es une chaussure avec bien cramponnée pour les trails bien gadouilleux, qui soit peut-être à 60, et puis une chaussure pour les trails un petit peu secs sur du chemin blanc qui va être à 70 et qui sera dont la semelle sera peut-être un petit peu moins épaisse parce qu'il y aura un petit peu moins de crampons. Mais globalement, oui, pour avoir plusieurs paires, mais quand même des paires qui se ressemblent. Maintenant, le jour où il faut que tu performes, il faudra que tu aies la paire la plus légère possible, donc il faudra aussi que tu y sois parfaitement adapté. Pas mieux. Pas mieux. Je pense que le conseil qu'on peut donner, c'est de courir, comme tu l'as dit, avec les mêmes chaussures et surtout de courir. Je sais pas ce que je voulais dire. Bon. C'est pas grave. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'était assez intéressant de voir aussi qu'on pouvait avoir quelques étudiants kinés dans la salle, puisque on voit que les chaussures minimalistes, selon eux, augmentent le risque de. Si, réduisent. Et donc on pourrait penser qu'augmenter les contraintes sur un pied, ça permet de renforcer et donc de. Ouais. Le narratif de la chaussure minimaliste, il est là. Le narratif de la chaussure minimaliste, c'est quoi? C'est on est fait pour courir. La charge de la preuve de la valeur ajoutée
elle repose sur ceux qui rajoutent des choses dans la chaussure et qui soutiennent que grâce à ça, on se blesse moins. Sauf que ça, c'était bien quand on grandissait tous pieds nus. Mais aujourd'hui, je vais citer un collègue éminemment brillant qui a lancé un jour une punchline sur les réseaux sociaux en disant qu'on avait les pieds les plus faibles de l'humanité. Donc, dans la mesure où, de toute façon, à 20 ans, vous avez déjà des pieds faibles, bah, si vous vous mettez à courir régulièrement, vous n'êtes déjà pas adapté à la chaussure minimaliste. Donc, tu vois, le narratif, il est hyper vertueux, mais la réalité, c'est que on est hyper faible des pieds. Donc, si on doit commencer par s'adapter à pouvoir marcher avec une chaussure minimaliste avant de commencer à pouvoir courir, bah, c'est un petit peu rédhibitoire au fait de commencer à courir. C'est pour ça qu'il y a tant d'enthousiasme sur le fait d'avoir des chaussures plutôt maximalistes, parce que ça fait pas trop stimuler le pied. Pour autant, même avec une chaussure maximaliste, si tu vas trop vite, trop fort, tu te blesseras au genou, c'est tout. Ouais. Juste un petit commentaire par rapport à ça. En fait, ce qui est difficile à comprendre et à estimer, c'est à quel point nos pieds sont devenus faibles, en fait. Parce que quand on regarde l'évolution, on évolue depuis des millions d'années, et la technologie de l'épaisseur, la protection dans les chaussures est apparue dans les années, je sais pas, 80. C'est récent, quoi. Ça a 40, 50 ans, elle est peut-être 60 ans. Alors que ça fait des millions d'années qu'on évoluait quasiment pieds nus, avec des chaussures très flexibles globalement, même pour courir jusque dans les années 60. Donc en fait, la question c'est aujourd'hui, c'est de se dire à quel point nos pieds sont devenus faibles et vulnérables en fait, à cause de cette surprotection. Quand on met des chaussures à des enfants qui marchent même pas, par exemple. Il y a plein de chaussures qui sont hyper rigides, qui ont un gros drop, etc. C'est évident que ça va induire des fragilités sur le long terme. On bouge de moins en moins. Donc en fait, c'est très difficile à estimer, et peut-être qu'on sous-estime à quel point on s'est rendu faible en fait au cours du temps à cause de ça. C'est super intéressant, et pour clôturer un petit peu cette partie-là de la conférence, ensuite je laisserai la main à Damien. Est-ce qu'on pourrait conseiller à quelqu'un qui commence la course à pied, qui ne sait pas trop quoi choisir justement entre ses chaussures maximalistes et ses chaussures minimalistes, de prendre des chaussures qui ressemblent à celles avec lesquelles il marche dans la vie de tous les jours? Non, je dirais pas ça, mais quelqu'un qui va commencer la course à pied, on va commencer avec des chaussures sans trop de drop. Il n'y a pas de raison d'avoir un drop aujourd'hui. Ce qui semble être le plus efficace aujourd'hui, c'est d'avoir quand même un petit centimètre d'absorption, d'épaisseur sur la semelle. Donc sans drop, 1 centimètre, un peu légère parce que ça sert à rien d'avoir des boulets au pied en course à pied. Et puis il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de technologies qui ne servent pas à grand chose et qui ont tendance au contraire à suppléer et à affaiblir la structure du pied. Donc, et puis quelque chose qui respecte la forme du pied, donc avec un fit anatomique on dit, une bonne toe box. Et là tu as déjà un archétype de bonne chaussure pour débuter, quoi. Et évidemment, en fonction du terrain sur lequel tu vas courir, si tu es sur un terrain gras, il va te falloir un peu d'accroche, des crampons, des petites choses comme ça, quoi. Je sais pas si tu veux. Mais... Non, très bien. Et ben, je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Et ben, merci à toi, Martin. C'était super. Je vais laisser la parole à Damien, qui va nous poser quelques questions que le public a posées pendant l'inscription. Super. Donc, on en a retenu quelques-unes. Super. Très bonne idée. Merci beaucoup Martin. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que la formation vous plaît jusque-là et que vous apprenez plein de choses, parce que ça tombe en CC la semaine prochaine. Alors, en évaluation. C'est vrai ça? Non, c'est ok. petit jeu. Ah, moi je suis naïf. Donc, merci à tous également et à toutes pour les questions que vous avez pu formuler lors de l'inscription. Donc ça c'est super. Avec l'équipe projet, on en a recensé une dizaine pour pouvoir représenter un petit peu et compiler tout ça. Et puis on va les poser à Flavio et à Florence. Donc Flavio, Florence, Flavio, est-ce que vous êtes prêts? Absolument. Je suis né prêt, moi. Né prêts. C'est un dicton italien, ça. C'est vrai? Ouais. Je suis né chaud. La première question qui a été évoquée, qu'est-ce que la périostite? Comment on va pouvoir la traiter? Alors, qui souffre d'une périostite et qui a motivé cette question-là? Levez la main. Il y a personne qui a mal au... Vous voyez ce que c'est une périostite? Mal en bas du tibia, tiers inférieur.
Alors qu'est-ce que c'est? J'aimerais exactement vous expliquer pourquoi est-ce que ça fait mal. La réalité, c'est qu'on ne sait pas vraiment encore aujourd'hui pourquoi ça fait mal. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes mécaniques qui sont mises dans une zone et que l'os devient sensible, et l'attache du solaire et du tibial post qui viennent s'insérer dans le fascia au tiers inférieur vient à la fois tracter dans la zone, et il y a un facteur de compression sur l'os. Et ça a tendance à sensibiliser la zone, l'os, l'insertion du fascia et donc le périoste qui est l'enveloppe de l'os. Donc concrètement, vous courez, vous faites des sports à impact et vous développez une douleur sur 5 cm en bas de la crête postéromédiale, et c'est ça qu'on appelle une périostite. D'accord ? Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on la traite ? Exactement. Alors comment est-ce qu'on la traite ? J'ai des petites idées pour une collègue qui va me consulter bientôt pour soigner sa périostite. Tout à l'heure, je vais la voir et je lui dis « Alors, comment ça va ta périostite ?» Elle m'a dit « J'ai toujours mal. » Et je lui dis « Bah, qu'est-ce que tu fais pour corriger ça ?» Elle m'a dit « J'ai continué le crossfit avec des sauts. » Alors, premièrement, dans une périostite, quand vous comprenez qu'il y a un facteur à la fois compressif et un facteur à la fois de traction. Donc il faut gérer ces deux composantes. Donc la première des choses dans une périostite, c'est premièrement de dire aux gens qui courent, on court moins vite. Parce que les contraintes en course à pied sont exponentielles avec la vitesse. Plus vous courez vite, plus il va y avoir des contraintes dans la zone. Et quand vous avez une zone sensible, c'est pas une idée de génie de mettre encore plus de contraintes là-dessus. Donc on va mettre moins de contraintes. Donc on évite la course à haute vitesse. Et qu'est-ce qu'il y a de pire que la course à haute vitesse ? Il y a les sauts et la pliométrie. Donc ça, c'est interdit aussi. Au moins le temps que la sensibilité commence à diminuer. D'accord ? On va peut-être pouvoir maintenir la course à pied à une vitesse faible, avec une certaine fréquence dans la semaine. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est faire de l'entraînement croisé, faire une activité qui permet de conserver les qualités physiologiques des athlètes sans exacerber la douleur, tout en accélérant la guérison. Donc typiquement, quand on a de la périostite, on va peut-être courir 2 à 3 fois par semaine un petit peu et pas vite, possiblement en alternant avec de la marche, et en faisant 2 à 3 séances de vélo par semaine. Un sport porté qui n'aura aucune influence sur la périostite. Déjà là, ça va nous permettre de bouger sans exacerber la douleur. Et en parallèle de ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir créer de l'adaptation dans la zone. On va vouloir renforcer la zone, les muscles, l'insertion et l'os, de façon à plus tolérer la course à pied, puisqu'à chaque appui, on aura environ 3 fois le poids du corps à chaque appui globalement, et 6 à 7 fois sur le solaire, qui passe de 6 à 7 fois le poids du corps à chaque appui en course à pied. Résultat, il faut que la zone elle soit extrêmement résiliente, il faut qu'elle soit solide, il faut qu'elle soit forte. Et comment est-ce qu'on va rendre une zone forte ? En renforçant et en faisant de la muscu et de la muscu lourde dans la zone. D'accord ? Donc on va venir renforcer le solaire et le tibial post avec des charges lourdes qui vont nous permettre de faire 6 à 8 répétitions. Ça va nous permettre d'avoir une activité à la fois ostéogénique sur l'os, renforcer l'os grâce à la traction et à renforcer les muscles et à tolérer un petit peu mieux l'impact et la tolérance des tissus. En parallèle de ça, on va changer la biomécanique si elle met des contraintes excessives sur la zone. D'accord ? Quelqu'un qui va avoir une cadence lente avec un gros déplacement vertical du centre de masse et une grosse attaque talon, vous comprenez bien que toute la charge va passer dans le tibia. Ce ne sera pas une idée de génie pour soigner ta périostite. Donc on va changer la biomécanique pour modifier, réduire les contraintes dans la zone, généralement par une augmentation de la cadence. On sait, l'étude de Lütke, qui est parue déjà il y a longtemps, les gens qui sont à 174 de cadence ont beaucoup moins de risque d'avoir une périostite que les gens qui ont des cadences plus lentes. D'accord ? Donc on va chercher à augmenter la cadence, avoir une pose du pied tendance médio-pied, pas faire trop de bruit, tout ça en augmentant la résilience des tissus grâce au renforcement et en faisant l'entraînement croisé pour venir avoir une pharmacie naturelle grâce aux endorphines. On va pouvoir ajouter des petites choses, mais là ça va être vraiment le sucre glace sur la cerise, c'est-à-dire ça sert concrètement à pas grand-chose. Il y a zéro science sur le sujet, mais tout ce qui va être masser le solaire, et puis on va apprendre à la personne à se masser, on va pas le masser. On va lui apprendre à pêcher, on va pas lui donner du poisson, je dis souvent en formation. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus smart d'apprendre à quelqu'un à se traiter lui-même plutôt qu'il vienne ad vitam aeternam au cabinet pour se faire masser. On va lui apprendre à se masser, à se prendre en charge et on va surtout lui donner des bonnes référentiels de progression, de reprise de course. On va commencer très très bas, on va augmenter graduellement et grâce au renforcement, grâce au changement de foulée, on va pouvoir reprendre graduellement la course. Et ce qui est chiant et difficile pour les athlètes, c'est que cette période de blessure, elle est extrêmement frustrante. Elle est très frustrante puisque tu ne peux plus courir vite, tu ne peux plus faire de fractionner. Si tu fais des sports à impact, des sauts ou du crossfit,
et ben forcément, il va falloir adapter les mouvements, il va falloir les remplacer, il va falloir les modifier. Tout à l'heure, en discutant avec notre chère collègue, elle me disait, mais il y avait un WOD, j'avais trop envie de le faire, et j'ai dû faire des double under. Vous savez, c'est 2 tours avec une corde à sauter. Le problème, c'est que l'impact, il est phénoménal sur la zone. Donc la première des choses qu'on va faire, on va voir si ça passe, on va lui dire déjà, fais des simples. Et si tu peux pas, tu vas faire des squats. Et tu n'auras plus de problème. Elle fera pas tout à fait le WOD comme elle veut, mais ça va être une des façons de la garder active sans exacerber la douleur. Donc voilà, on pourrait rajouter aussi des bas compressifs qui pourraient aider. On pourrait rajouter un tape qui va permettre de maintenir le solaire, rapprocher les insertions, faire un effet de gate control et limiter les vibrations musculaires et la tension qui va s'exercer dans la zone. Et avec tout ça, normalement, elle n'a plus de douleur. Le seul truc, c'est que ça va prendre des semaines avant d'adapter en renforcement musculaire, au moins 6 à 8 semaines, pour estimer vraiment un changement au niveau du muscle et de la zone et de l'insertion. Donc ça va prendre du temps. Il va falloir l'occuper, il va falloir la rassurer. Il va falloir qu'on ait sa confiance pour qu'elle vous écoute. Et puis tout ira bien dans le meilleur des mondes. Voilà pour la périostite. Ça répond bien à la question ? Super, ouais, génial. Tu voulais rajouter un truc ? Très bien. Voilà. La deuxième question, on continue avec bien sûr. Qu'est-ce que le syndrome de l'essuie-glace ? Et est-ce que tu peux le comparer de même manière au syndrome de la bandelette iliotibiale ? Pardon ? Est-ce que tu peux le comparer de même manière au syndrome de la bandelette iliotibiale ? Ah, intéressant, ça fait une théorie là-dessus. Ouais, alors en fait, le syndrome de l'essuie-glace, on peut dire que c'est un petit peu le terme vulgarisé de ce que nous on appellerait un syndrome de la bandelette. Et dans le syndrome de l'essuie-glace, il y a cette notion de friction de la bandelette sur le condyle externe du fémur. Aujourd'hui, on a de bonnes raisons de penser qu'on a essentiellement une composante de compression dans la genèse de la douleur en lien avec le syndrome de la bandelette iliotibiale. Et donc, en fait, au-delà de la friction, c'est l'aspect compressif qui va prédominer. Et l'aspect compressif sur les structures qui sont sous la bandelette, comme le petit coussinet graisseux ou la bourse qui est juste sous la bandelette. Donc, en fait, on est beaucoup moins dans une idée de résultante d'une accumulation de friction qu'une accumulation qu'une mauvaise tolérance à la compression. Le syndrome de la bandelette, c'est une pathologie de répétition. C'est une pathologie qu'on trouve avec les gens qui vont faire un grand volume avec une biomécanique assez cristallisée sur un terrain relativement égal et qui vont pas varier un petit peu qui n'auront pas l'occasion de varier leur biomécanique. Ça, c'est la première situation. Donc, quelqu'un qui augmente un petit peu trop rapidement le volume. Et la deuxième situation, ce serait chez quelqu'un qui est exposé radicalement à du dénivelé négatif alors qu'il n'a pas pris l'habitude ou qu'il n'est pas exposé dans son quotidien au dénivelé négatif. Du genre, vous êtes coureur à Orléans et puis vous déménagez à Chamonix et vous vous enchaînez les kilomètres verticaux en montée et en descente. Là, vous risquez de pas trop bien le vivre au niveau de la bandelette. Donc en fait, de là va dépendre, de cette compréhension va découler la prise en charge. On ne retrouvera jamais de bandelette chez des gens qui font du sprint. On ne retrouvera jamais de bandelette chez des gens qui font du foot. On ne retrouvera jamais de bandelette chez des gens qui jouent au squash ou au padel. En fait, il faut qu'il y ait vraiment cette notion de répétition quand même. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui a un syndrome de bandelette, il peut continuer à faire du sprint, il peut continuer à aller jouer au foot, s'il a envie de jouer au foot, il peut aller jouer au squash s'il a l'habitude de jouer au squash. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il court de façon répétitive sur du terrain égal. Et quand on va le réexposer à la course en endurance fondamentale, là, il faudra qu'il fractionne son entraînement. Quand on parle de fractionner son entraînement, ça veut dire de faire de l'alternance marche-course. Donc, il faudra peut-être qu'il commence par courir 1 minute de course, 1 minute de marche, puis 2 minutes de course, 1 minute de marche, puis 3 minutes de course, 1 minute de marche, puis 4 minutes de course, 1 minute de marche, et ainsi de suite. On va lui demander on va l'encourager aussi à aller sur des surfaces un petit peu variées, qui n'ont pas de dénivelé négatif, mais qui sont un petit peu plus single, sous-bois, etc. Donc de couper le volume, garder la vitesse, pas de dénivelé négatif, alterner marche-course à la reprise, ne jamais aller sur la douleur. Parce que si jamais tu cours avec de la douleur, tu pourras juste que moins courir le lendemain et courir tous les 2 jours pour laisser un petit peu de temps
aux structures de repos entre 2 entraînements. Puis à partir de ce moment-là, ça devrait déjà bien se passer. Après, on pourra faire d'autres choses aussi, un petit peu plus pour d'ordre, j'allais dire presque de neuromodulation de la douleur. Alors ça pourrait être là aussi des automassages au niveau du TFL, ça pourrait être du crochetage, ça pourrait être un tape, mais on est plus dans de l'accompagnement de la neurophysiologie de la douleur plus que dans le traitement de la pathologie. Super, merci beaucoup. Prochaine question qui est pas mal tombée au niveau des fiches de renseignement qu'on a pu avoir. Quels vont être les indicateurs qui vont te permettre de savoir quand est-ce que tu vas pouvoir reprendre la course à pied après une blessure? Moi, j'ai envie de dire assez pragmatiquement quand tu n'as plus mal à la marche. Même si on est tous tentés, hein, on a encore un peu mal à la marche, mais on essaye de voir ce que ça donne en courant. Sur un malentendu, ça peut passer. Je pense qu'il ne faut pas attendre de ne plus avoir de douleur du tout. Et il y a plein de situations où finalement on acceptera de la douleur à la reprise de course, dépendamment de la pathologie. Alors je viens de vous dire que la bandelette, non. Mais par exemple, quelqu'un qui a une tendinopathie d'Achille chronique, il a un petit 2/10 pendant la course, qui évolue pas trop, voire qui diminue un petit peu à mesure que son entraînement progresse. Après la course, il a pas mal, le lendemain, il a pas plus mal que la veille, je pourrais totalement lui proposer de continuer à courir avec ce ressenti-là. Donc, moi, mon prérequis, ce serait effectivement d'avoir plus mal à la marche et d'avoir testé un peu au cabinet comme des facteurs fonctionnels ou comme des critères fonctionnels qui me permettent de dire « Ok, il peut recommencer à courir ». Ce serait peut-être d'enregistrer une tolérance au saut, une tolérance à la course sur place, ainsi de suite. Juste d'un point de vue très pratique, déjà ça dépend qu'est-ce qu'on appelle reprise de course. Est-ce que tu vas reprendre 3 fois 1 minute, c'est une reprise de course. Ça on peut le faire très très tôt au final la plupart du temps. Moi quand même avant de reprendre, je veux qu'il y ait 10 sauts de bonne qualité sur une jambe. Je me dis que c'est le minimum quand même pour reprendre la course, donc c'est un marqueur qui vaut pas grand chose, mais je trouve que c'est assez pertinent. 10 sauts de bonne qualité, c'est-à-dire quelqu'un qui sortirait une tendinopathie d'Achille, qui saute pied à plat, qui a pas envie de faire passer des contraintes dedans, je me dis que c'est pas encore top quoi. Voilà. Et s'il saute avec une bonne qualité, il est probable qu'il ait des symptômes, donc un peu tôt pour reprendre. Ok, super, merci. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la tendinopathie en course à pied et comment on va pouvoir éviter les récidives dans ces cas-là? Récidive. C'est une question pour toi. Alors, les tendinopathies, vous savez que c'est très fréquent en course à pied, hein, tendinopathie d'Achille, tendinopathie tibiale post. Alors au niveau du genou, par contre, c'est contre-intuitif, il y a très très peu de tendinopathie à l'apex de la rotule chez les coureurs. C'est vraiment chez les sports sautés, donc basket, volley. Et encore, il y a une étude qui était sortie, qui avait essayé vraiment de préciser les diagnostics là-dessus. Il y a énormément de syndrome fémoro-patellaire aussi dans ces sports-là. Donc c'est pas parce que quelqu'un vient du basket ou du volley que c'est forcément une tendinopathie au niveau de l'apex. Une fois qu'on a dit ça, la plupart du temps, maintenant, le traitement qui fait un peu référence, c'est le protocole HSR, je ne sais pas si vous connaissez. Ça vient des Scandinaves avec 2 études centrales dans cette approche-là. C'est l'étude de Bayer sur le tendon d'Achille et l'étude de Kongsgaard sur le tendon patellaire. Donc, concrètement, ce que c'est un programme de renforcement lent et lourd où on va commencer avec des séries assez longues de 15 répétitions, 15 RM on dit. Et il y a quand même 36 séries par semaine dans ce programme, qui fait que c'est quand même assez, c'est un volume d'entraînement assez significatif. Et au fur et à mesure des semaines, on va baisser le nombre de répétitions et augmenter la charge pour finir sur un travail de force à 3 mois. Généralement, au bout de 3 mois, ça apporte de très très bons résultats. Maintenant, comment on prévient la récidive? C'est surtout en quantifiant les entraînements, l'intensité, la charge, etc. Et c'est en faisant régulièrement aussi ce genre de travail-là de force, je pense. Ce qui peut être très intéressant à faire lorsque les volumes d'entraînement sont très importants, c'est de mettre de l'isométrique simplement, qui ne va pas trop consommer de façon énergétique les gens. Ça va juste mettre une grosse contrainte sur le tendon et ça va permettre de lisser les contraintes, éviter les gros pics. Entre les pics, on va faire de l'isométrique ou du lent et lourd. Ça va nous permettre de lisser les contraintes et généralement de réduire le risque. Ce qu'on ne veut pas dans les tendances, c'est que les gens aient de grosses périodes de charge, plus grosses périodes de décharge, plus grosses périodes de charge. C'est ça qui blesse les gens.
Donc l'isométrique peut être un très très bon moyen, ne serait-ce qu'en chaise par exemple, en chaise sur une jambe, ce que vous voulez, en Spanish squat, vous savez quand on a les genoux qui sont retenus et on descend en chaise, par exemple pour le genou, ça pourrait être simplement faire des pointes de pied sur un pied dans toute l'amplitude pour le tendon d'Achille, lent, et juste par exemple une fois par semaine, pour moi ça serait bien en complément des autres entraînements pour juste mettre un petit stress mécanique et renforcer le tendon et le rendre asymptomatique. Voilà. Trop bien. Parfait. Prochaine question, et qu'on a parlé un petit peu juste avant, donc le syndrome fémoro-patellaire. Ouais. Comment est-ce qu'on va pouvoir le traiter? Alors, comment est-ce qu'on le traite? Déjà, pourquoi ça fait mal à un syndrome fémoro-patellaire? Pourquoi est-ce que la majorité de nos patients ils reviennent avec des radios, scanners, IRM souvent normaux, complètement normaux? Et alors là, les patients ils vous disent c'est dans ma tête? C'est ça que vous me dites? C'est dans ma tête, docteur? Et alors, moi ce que je leur dis, c'est souvent donc à quoi ça ressemble un syndrome fémoro-patellaire? C'est la pathologie la plus fréquente en course à pied. D'accord? C'est quelqu'un qui a mal dans le genou, devant. C'est péri ou rétropatellaire, donc autour ou derrière. C'est non palpable, c'est plutôt diffus et c'est aggravé par des activités de flexion comme les descentes d'escalier, la course à pied ou les pistol squats par exemple. Ça donne une douleur diffuse antérieure, etc. On pense, la majorité de ces syndromes-là sont liés à ce qu'on appelle un œdème osseux sous-chondral. C'est un petit peu comme s'ils avaient un bleu entre l'os et le cartilage. C'est pas du sang, c'est juste qu'il y a eu tellement de contraintes dans la zone que la zone est devenue sensible à la pression. Ce qui fait que lorsque vous appuyez sur la rotule d'un patient qui est détendu, ça peut lui générer sa douleur. D'accord ? Donc il y a une sensibilité à la pression. Et aujourd'hui, quand on regarde la science, la meilleure chose pour traiter ces syndromes-là, c'est de faire du renforcement en chaîne ouverte ou en chaîne fermée. Il y a très peu aucune différence en vrai. L'important, ça va être de stimuler la zone pour créer de l'adaptation dans cet os sous-chondral pour le rendre plus fort et plus résilient à tolérer la course à pied en fait. C'est toujours le même principe. Que vous dire de plus ? Aujourd'hui, il n'y a pas de médicaments qui sont recommandés pour le SFP. Il n'y a pas de thérapie manuelle qui est recommandée. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire du vélo pour essayer de faire tourner l'articulation, la désensibiliser un petit peu. Faire du renforcement en leg extension, squat, fente bulgare pour le quadriceps. Et renforcer les fessiers aussi. D'accord ? Les moyens fessiers, les abducteurs, les pelvitrocantériens, les abducteurs horizontaux peuvent être une très très bonne chose aussi. L'un des meilleurs exercices de fessiers, d'ailleurs de moyen fessier, c'est du gainage latéral. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est l'un des meilleurs exercices pour stimuler le moyen fessier. Bien entendu, on va avoir tout ce qui va être pas latéraux, poulies, élastiques, marche en crabe, toutes ces choses-là peuvent aider à renforcer les fessiers et probablement à mieux distribuer les forces au niveau du genou. C'est peut-être pour ça que ça marche, mais on ne sait pas vraiment non plus. Ce qu'on sait, c'est que le renforcement du quadriceps va permettre, grâce à cette contraction musculaire, de créer de l'adaptation dans l'articulation et de la rendre plus forte en fait à tolérer la course à pied, quoi. Voilà, on va reprendre la course à plat d'abord. Et la dernière chose qu'on va réintroduire, c'est de la vitesse en descente, en dénivelé négatif. Parce que c'est là qu'il y aura le plus de contraintes sur la patellofémorale. Donc voilà, j'espère que ça répond bien à la question de la personne qui a posé. Voilà. Ouais. Super. Et qu'est-ce que tu penses du strapping aussi Strapping. Du taping, pardon, excuse-moi, pour le... Ouais. Bon, en fait, On a toutes les questions les plus fréquentes là. Alors, en fait, il y a eu beaucoup. Souvent, on me dit ouais, le taping c'est pas EBP et tout. En fait, en vrai, il y a beaucoup d'études sur le taping qui montrent que ça marche pas. D'accord ? On peut pas dire que c'est pas étudié. Ça a été étudié. En fait, ça marche autant qu'un autre placebo. D'accord ? En fait, à partir du moment où vous allez coller quelque chose sur un patient, vous pouvez jouer avec la douleur, avec la neurophysiologie de la douleur. Si en plus de ça, le patient y croit fort, qu'il a vu sur Mbappé la semaine dernière, ben, il va avoir cette prédisposition à penser que ça va l'aider. Généralement, ça permet de réduire la douleur. Maintenant, quand on regarde objectivement, quand on colle un tape sur un syndrome fémoro-patellaire, qu'on a pris un marqueur en pistol squat avant, que le patient il vous dit j'ai mal à 7 sur 10, lorsque vous mettez le tape, c'est vrai que ça diminue la douleur sur un SFP. Ça diminue la douleur sur du court terme, ça ne crée pas d'adaptation, c'est une modalité plutôt de protection. Je vous avoue que moi, j'en fais pas au cabinet, parce que moi, au cabinet, si je m'approche de mes patients avec du tape, ils me regardent et ils me disent « mais il va vraiment me mettre ça, c'est vraiment un gadget, moi je pensais que c'était quelqu'un de sérieux ».
Et en fait, j'ai presque un effet un peu nocebo avec ma patience si je fais ça. C'est-à-dire que je suis délétère. Ils me prennent pour un guignol. Et parce qu'ils venaient pour des conseils et des exercices. Parce qu'ils savent que c'est ça, au final, le cœur du traitement. Mais par contre, quand j'ai ce collégien qui vient et je sens qu'il cherche où est la roulette de tape. Tu vois, non. Donc là, je me dis, bon, allez, je vais le faire, ça va le mettre dans de bonnes dispositions pour qu'il fasse mes exercices, n'est-ce pas? Donc en fait, les modalités passives comme ça, c'est intéressant si et seulement si ça aide les gens à faire le traitement qui est recommandé, quoi. Donc si mon collégien il a besoin de ça pour faire ses squats etc., on va lui mettre ça, d'accord? Et il va se sentir bien et il va aller au collège en novembre en short pour montrer qu'il est blessé. Tu sais. Des histoires vraies, hein. Et il va être tout content de montrer son tape, il va pas se laver pendant une semaine, classique. Et ça va très très bien marcher pour moduler la douleur sur du court terme, d'accord? Mais c'est pas une solution en soi, mais en vrai, quand vous regardez les études, ça marche pour diminuer la douleur à court terme. Mais à long terme, comprenez bien que ça aura très très peu d'impact. Ouais. Je te remercie. Prochaine question, on a parlé du renforcement. Vous avez parlé du renforcement tout à l'heure pour prévenir les blessures. Ça peut être forcément indéniablement utile. Qu'est-ce qu'il en est plus spécifiquement du renforcement des intrinsèques du pied? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez insister préalablement, particulièrement, ou au même titre que le reste, on va faire un renforcement plutôt assez global? Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un gros focus et puis il y a beaucoup d'attention qui est portée au travail des intrinsèques du pied, à juste titre, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup travaillé dessus et qui ont montré, comme toute l'équipe de François Fourchet de l'hôpital de la Tour, la plus-value quant au fait de travailler spécifiquement les muscles intrinsèques du pied, et ce en lien avec la prévention de récidive d'entorse, fasciite plantaire, etc. On sait aussi aujourd'hui que quelqu'un qui a un pied fort en course à pied se blesse moins que celui qui a un pied faible, et ça on l'évalue via la force des muscles intrinsèques, notamment en observant la section transverse de ces muscles-là, en observant la force du long fléchisseur de l'hallux. Maintenant, moi j'attire votre attention sur la chiantise d'aller travailler des muscles intrinsèques du pied, quoi. Vous dites à la personne, ok, mets-toi pieds nus, maintenant tu vas relever le gros orteil. Déjà, elle n'a pas la commande. Elle va mettre 5 minutes à essayer de trouver la commande de comment relever le gros orteil sans relever les autres. Et là, je vous sens tous en train d'essayer de faire ça dans vos bottes. Et puis au bout d'un moment, vous lui montrez, mais si c'est possible, mais si c'est possible, mais non, mais j'y arrive pas, mais si regarde, c'est possible, mais non, j'y arrive pas. Et puis c'est quand même un petit peu démoralisant. Puis après, tu vas dire, non, mais c'est pas fini, maintenant tu vas lever les 4 autres sans lever le gros orteil. Elle venait à peine de commencer à réussir à relever le gros orteil, tu lui donnes un autre exercice. Et puis tu vas faire du foot shortening ou du toe sprays, etc. Franchement, à un moment donné, c'est quand même un petit peu prise de tête. Alors il y a aussi des études qui montrent que le fait de marcher pieds nus ou de cultiver un petit peu la marche en chaussures ultra minimalistes va avoir cet effet de renforcement des muscles intrinsèques. Alors, à vous de choisir la team. Est-ce qu'on reste simple et puis on dit à la personne, essayez de cultiver le pied nu au maximum chez vous, essayez d'avoir des chaussures dans la vie de tous les jours qui soient le plus proche du sol pour que dès que vous marchiez, vous sollicitiez de façon intuitive et induite vos muscles intrinsèques du pied, ou mettez des chaussures un peu sexy et à la mode aujourd'hui. Par contre, tous les soirs, vous faites vos exercices de muscles intrinsèques. Voilà, c'est un petit peu le dilemme avec cette composante-là, c'est que c'est quand même super chiant à faire travailler. Après, il faut pas, pour réveiller la commande, il y a des petites astuces. On peut coupler de l'électrostimulation, on peut optimiser tout ça, on peut rendre un petit peu plus sympa tout ça, mais c'est quand même un réel investissement cortical. Merci beaucoup à tous les deux. Une autre question est un peu dans la continuité aussi des chaussures maximalistes et minimalistes. On a les chaussures, on parle des chaussures à plaque carbone. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En fait, vous étiez sûrement pour la grande majorité pas nés, mais la plaque carbone, ça date pas d'aujourd'hui. La plaque carbone, dans les années 90, Haile Gebrselassie et Paul Tergat, ils l'ont testé avec leurs sponsors respectifs qui étaient Adidas et Puma. Seulement, à cette époque-là, elle était intégrée dans une chaussure extrêmement lourde parce qu'on ne savait pas faire léger.
Nike a fait croire à un effet d'innovation en lançant la plaque carbone en 98, a convaincu à un effet d'innovation, mais l'innovation elle n'était pas tant là. Après, ils ont aussi embarqué une énorme machine de promotion et de communication autour du marathon Sub 2 Hour qui a accompagné le lancement de la chaussure Vaporfly, la Next, etc. Aujourd'hui, il y a de la science qui a quand même commencé à être publiée, notamment avec une chercheure qui est en Australie, Kimmer Berlozier, et qui travaille aussi avec des chercheurs de la clinique du coureur, qui ont montré des valeurs relativement modestes de l'influence de la plaque carbone dans les performances. En ça, ils ont essayé d'objectiver la performance d'athlètes sur 5 km avec leurs propres chaussures, avec des chaussures en plaque carbone et des chaussures c'était plaque carbone coupée en deux et chaussures minimalistes. Et en fait, on voyait pas de grosse différence. Dans l'idée de la chaussure en plaque carbone, est-ce que c'est la plaque carbone ou est-ce que c'est la mousse Peba qui est la plus intéressante? La recherche se tend quand même beaucoup sur la mousse Peba. Ça vend un peu moins, ça justifie un peu moins un prix à 300 €, donc peut-être que c'est ce qui fait aussi que on garde un semblant d'intérêt pour la plaque carbone. Après, il y a certaines chaussures comme celle qu'avait accompagné le record du monde de marathon en octobre dernier, qui a déjà été rebattu par une femme, je me souviens plus de son nom. Elle, c'est pas une plaque, c'était juste une tige, et elle arrêtait à mi-pied. Donc vous voyez que l'effet de la plaque carbone, il est largement contredit. Par contre, il y a vraisemblablement une combinaison dans ces chaussures entre leur extrême légèreté, la mousse Peba, leur effet rocker, qui semblent être des choses qui améliorent la performance chez un groupe spécifique de coureurs. Et on se rend compte que ce groupe de coureurs pour qui les performances sont améliorées via ces qualités de ces chaussures est plutôt le coureur déjà un peu expérimenté. Vous savez, c'est le coureur qui court le 10 km en 35 minutes et lui va être un petit peu dopé par la chaussure. Celui qui court en 45, 50, vous inquiétez pas, il ne gagnera pas 1 minute 30 ni 10 en mettant ces chaussures-là. Mais celui qui est déjà quand même un peu performant, il semblerait que ce soit l'athlète qui semble être le plus influencé par ses chaussures. Ça tombe bien, c'est celui qui paye le plus pour augmenter ses performances aussi. C'est pile poil la valeur de marché. Donc, je pense qu'il faut rester un tout petit peu critique. Je pense que les chaussures aujourd'hui ont une qualité incroyable, c'est leur légèreté. Et pour s'adapter, il y a encore 5-6 ans, à une chaussure aussi légère, il fallait passer sur une chaussure ultra minimaliste. Et l'avantage de ces chaussures-là, c'est que tu peux les mettre du jour au lendemain. Tu risques pas de te blesser. Tu vas être en capacité de t'adapter et de faire tous tes entraînements avec. Et tu auras quand même le gain en lien avec le poids économisé dans chaque pied. Juste, je vérifie parce que j'ai vu un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, étude de XU paru dans Nature, où en fait ils font une revue systématique sur l'influence des plaques carbone et ils recensent 3 études, Barnes Center et Rodrigo Carranza, qui vont toutes dans le même sens, qui montrent que la rigidité longitudinale améliore le running economy, l'économie de course. L'épaisseur, comme je le disais tout à l'heure, un petit centimètre semblerait que ce soit bénéfique aussi. Donc il y a plein de biais encore aujourd'hui, puis on ne sait pas trop en fait ce que a l'air de dire la thèse de Rodrigo Carranza, qui a reçu d'ailleurs le PhD, le award du meilleur PhD dans le BJSM. C'est qu'il dit que c'est une combinaison en fait de la plaque et de la mousse Peba chez certaines personnes qui puissent aider. Bien entendu, ça c'est si et seulement si la chaussure est déjà très légère. D'accord. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il me disait de très intéressant? Ouais, donc c'est... En tout cas, vous avez discuté avec des patients ou des collègues qui courent avec ça? Je sais ce que je vais dire. Enfin, tout le monde, c'est un ressenti subjectif. Je sais pas si c'est un effet de groupe, un truc, etc. Mais tout le monde dit qu'il y a un effet. Moi, j'ai Olivier qui vient de faire d'ailleurs une 14 au cabinet, au semi de Lille, je crois que c'était. Il me dit, moi je suis convaincu qu'il y a un effet. Vous discutez avec tout le monde, et puis alors après il y a tous les records qui ont été battus, mais bon, on peut faire une analyse critique, mais
il y a quand même beaucoup de faisceaux, je trouve, qui sont assez intéressants là-dessus. Le seul écueil de ces trucs-là, et là où ils sont extrêmement forts dans les marques, c'est premièrement qu'ils vendent ça entre 250 et 500 euros, et que la durée de vie de ces chaussures, c'est quelques centaines, 300, même pas. En fait, les propriétés mécaniques des chaussures diminuent très fortement après 200-300 km. C'est-à-dire, tu fais 2 marathons, 2-3 semis, et ton truc, il est... Et d'ailleurs, ils ne les mettent que pour la compétition, d'ailleurs. Donc c'est à la fois un génie marketing, un génie du business, quoi. Ils vendent des chaussures plus chères pour moins longtemps. C'est quand même des génies. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quand même des éléments sur la rigidité longitudinale. Il y a des gens qui en bénéficient plus que d'autres. Il y a une combinaison avec la mousse Peba. Mais le critère numéro 1, ce sera la légèreté, d'accord? Il faut que votre chaussure elle fasse moins de 200-220 grammes pour considérer qu'elle n'est pas délétère, en tout cas, à votre performance. Qu'elle optimise votre performance, quelque part. Dans une taille 42-43. Voilà. Merci beaucoup. Prochaine question, et petit troll de l'équipe projet qui savait que je passais sur la partie questions-réponses. Vieillir et continuer à courir, est-ce possible et bénéfique? Merci beaucoup. Vieillir et continuer à courir. Alors là, big up à des collègues parisiens qui s'appellent Raph et GG qui ont une chaîne YouTube. Suivez-les. En fait, eux, ils ont un projet, c'est de mettre ou remettre les gens à la course à pied après 50 ans. Donc eux, ils sont assez convaincus là-dessus. Et moi, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose de mieux pour ces gens-là que de courir ou de continuer à courir. Pourquoi pas de commencer à courir, mais il va falloir être très progressif, faire un peu de renfort, tout ça, tout ce qu'on sait. Moi, je pense que c'est essentiel pour la santé osseuse, la santé cardiovasculaire. Maintenant, voilà, il y a des petits écueils qui peuvent arriver au milieu, la santé osseuse, les douleurs articulaires. Donc, si ça passe vraiment plus et qu'il n'y a vraiment plus rien à faire, ça sera du vélo, comme souvent, comme les gens font en général, mais Flo va vous en parler beaucoup mieux que moi. Donc gentiment, il passe la parole à quelqu'un de plus de 50 ans. Non, je pense que très clairement, c'est notre capital bon vieillissement. Alors j'allais dire courir ou n'importe quel sport qui stimule le système cardiovasculaire, articulaire et musculaire. Il y a un autre enjeu quand même dans le vieillissement, c'est l'entretien des amplitudes articulaires. Et c'est vrai que la course à pied a peut-être un peu tendance à nous scléroser un peu dans nos amplitudes articulaires. Donc peut-être qu'il faudra y associer un travail juste de mobilité, bonne santé pour garder même ce qu'on n'utilise pas au quotidien, parce que l'idée bien évidemment c'est de vieillir en bonne santé le plus longtemps possible. Donc très clairement je pense pas qu'il y ait de contre-indication au fait de commencer un programme de course à pied après 50 ans. Je pense que ça peut être une excellente idée, mais encore une fois moi j'ai des patients même avant 50 ans, moi je dirais d'ailleurs plus l'homme de 40 ans qui a fêté ses 40 ans, qui se dit ouais, là j'ai quand même grillé quasiment la moitié de mon capital et en plus j'en ai bien profité, j'ai fumaillé, j'ai picolé un peu, je suis beaucoup sortie, il est grand temps que je me rachète une conduite, et dit tiens je vais commencer à courir. Et puis il vient me voir et il dit non mais je vais commencer à courir, et puis tu sais quand même j'ai gagné le cross du collège Ok, donc il va commencer à courir un peu n'importe comment, du genre d'emblée une demi-heure, 3/4 d'heure, 4 fois par semaine. Alors 1, ça va pas durer, 2, il va se blesser, et 3, entre le cross du collège et maintenant, tu as des années de vie nocturne qui ont peut-être été un petit peu délétères. Donc en fait, c'est juste une histoire de dosage et puis de complémentation en termes d'activité connecte. Et c'est vrai que j'aurais tendance à dire courir pour ta santé musculaire, articulaire et cardiovasculaire, et puis ajouter un petit peu de mobilité et beaucoup de renforcement à très lourde charge, parce qu'on est atteint à partir de 40 ans aussi d'ostéopénie, qui est la réduction de notre masse musculaire, qui est juste inexorable. Et donc là, ça va être hyper important de prévenir cette réduction de masse musculaire. Prochaine question, un petit peu dans cette continuité-là. La ménopause peut-elle favoriser certaines blessures? Vous avez déjà pris un camion en pleine face? C'est ce que se prend la femme à 50 ans. Alors je le dis en l'ayant en totale transparence, pas encore vécu.
mais je sais que ça va arriver dans pas longtemps. Et pour avoir pas mal lu et pas mal écouté de podcasts aussi ces dernières années, c'est un petit peu comme ça que le décrivent une grande majorité de femmes. C'est vraiment brutal, c'est vraiment sévère. Et là où l'homme va finalement perdre des aptitudes extrêmement graduellement, la femme va faire un schlag. Et puis après, ça va se stabiliser. Donc le moment de la descente est quand même assez violente d'un point de vue psychique, d'un point de vue physique et très individuel. Donc en fait, à chaque femme va être son expérience et va être, soit ça va se passer relativement bien, soit ça peut être accompagné d'un lot de symptômes et de choses pas très sympas. Et c'est sûr et certain que dans le mieux vivre de ces trucs pas très sympas, le fait de continuer ou de faire une activité physique va atténuer le mal-être ou va améliorer notre capacité à subir ou à vivre avec ces changements-là. Donc je pense que c'est vraiment crucial de continuer ou d'encourager les femmes au moment de la ménopause à être en activité. Pour autant, il n'y a pas d'injonction. Pour autant, il n'y a qu'à faucon. Il faut que chacun trouve son propre rythme, sa propre consommation, son propre besoin. Mais la course en tant que telle ne sera pas non plus suffisante pour garantir une santé osseuse. Donc, à la course devra s'ajouter, encore une fois, du renfort. Le message est passé. La dernière question, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure aussi, Florence, la supplémentation en whey, collagène, etc. Est-ce que ça peut aider à éviter certaines blessures ou à améliorer la récupération? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, pour faire un petit parallèle avec, ou une petite continuité avec du sujet dont on vient de parler, en vieillissant, on a aussi une appétence à certaines alimentations, à certains aliments qui diminuent, et peut-être par aussi les situations de vie et la prise de conscience écologique à laquelle on est confronté aujourd'hui, on a moins d'appétence à manger des protéines animales, ce qui peut s'entendre. Pour autant, on a un besoin indispensable, ne serait-ce quand on fait du sport en endurance, d'apporter des briques pour maintenir notre capital musculaire. Et ces briques-là, viennent des protéines, et on est à peu près à une consommation recommandée pour un sportif d'endurance d'1,2 g par kilo de poids de corps. Donc vous voyez, vous faites 60 kg, il vous faut à peu près 70 g de protéines par jour. Ce qui n'est pas si simple, hein. Un œuf, c'est entre 7 et 8 g de protéines, donc va falloir élever des poules, hein. Ça, c'est la première chose. Maintenant, si tu veux gagner en masse musculaire, c'est encore beaucoup plus. Donc là aussi, il faudra aller encore plus se supplémenter potentiellement, parce que dans ton alimentation générale, tu auras du mal à ingurgiter 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Et puis il y a un truc qui s'appelle la créatine aussi, qui est quand même extrêmement intéressant, et aujourd'hui, notamment chez la femme ménopausée ou en périménopause, moi j'aurais vraiment tendance à recommander pas une consommation outrancière de créatine, mais d'avoir une supplémentation raisonnée, parce que ça va être le vecteur de toutes les adaptations tissulaires et l'utilisation des protéines qu'on va apporter après. Ouais, clairement, en fait, la créatine actuellement, c'est le seul supplément qui semble être vraiment intéressant. C'est une scoop, ça va faire 5 mg, 5 mg par jour, qui est recommandé pour vraiment construire du muscle. Maintenant, la whey, en fait, la whey, c'est la protéine de petit lait. C'est pour augmenter votre apport protéique. En fait, vous pouvez avoir, ce que disait Flo tout à l'heure, c'est ça qui est difficile, c'est que si vous voulez prendre du muscle, la recommandation à la base, c'était 1,8 à 2 g par kilo de poids de corps par jour. Donc si vous faites 70 kg, il faut 140 g de protéines. Et en vrai, c'est atteignable avec une alimentation naturelle. Seul problème, c'est que c'est quand même très compliqué. Il faut manger 3-4 fois par jour. Il faut quand même... c'est une quantité de poulet, une quantité de tout ce que vous voulez, protéines végétales ou animales, qui est quand même assez conséquente. Et si par exemple vous faites comme moi du jeûne intermittent,
vous mangez 2 fois par jour, c'est extrêmement difficile de faire rentrer 140 grammes de protéines par jour. D'ailleurs, ça c'est la recommandation moyenne. Pour maximiser aujourd'hui, pour être sûr d'avoir tous vos gains en masse musculaire, il faut être à 2,35 grammes par kilo de poids de corps par jour et c'est quasiment inatteignable par l'alimentation naturelle. C'est pour ça que les suppléments, on le vend en poupe, parce que dans un shaker de protéines, vous allez avoir 30 à 40 grammes, parfois 50 grammes maintenant, on peut voir en salle dans des trucs préparés un peu trop chimiques et machin, mais jusqu'à 50 grammes en une prise. D'accord ? Donc, ce qui est beaucoup plus aidant pour avoir votre quota de protéines. Et d'ailleurs, il faudrait l'avoir tous les jours. C'est-à-dire que si un jour tu fais du jeûne intermittent, on va dire tu manges un blanc de poulet ou n'importe quoi, légumes le midi et le soir tu fais une salade, tu es extrêmement loin d'avoir tes apports protéiques suffisants. Donc c'est pour ça que les gens supplémentent. Maintenant, c'est pas nécessaire. On pourrait l'avoir encore une fois par alimentation naturelle. Il faudrait manger 4-5 fois par jour, 6 fois parfois pour les bodybuilders. Faire des collations, être super carré, avoir ses amandes, ses trucs, etc. L'autre version, c'est la version je peux pas tout gérer dans ma vie, donc je fais un shaker de 30-40 grammes de protéines. Pendant longtemps, on pensait qu'on pouvait pas absorber plus de 30 grammes post-effort. Et en fait, ce qui paraît, jusqu'à 50 maintenant, c'est possible. Donc voilà, il n'y a pas de surcharge rénale aussi, il y a beaucoup de gens, ma mère qui me disait souvent attention, ça fait mal au rein, complètement invalidé comme c'est une croyance, si vous mangez trop de protéines, vous allez juste les évacuer ou les stocker à la limite. Donc c'est une croyance. Donc voilà, entraînez-vous, stimulez votre masse musculaire, mangez des protéines pour faire la surcompensation. La créatine, c'est pas dangereux, c'est un des meilleurs compléments qu'on ait pour vraiment prendre en masse musculaire, si c'est cohérent avec votre pratique. Je vous rassure, hein, pour les coureurs, c'est pas recommandé pour les coureurs de prendre trop de masse. Hein. Ça sert à rien d'avoir des gros pecs pour courir. Hein. Je vous le dis, des gros bras. D'ailleurs, vous voyez les meilleurs coureurs, ils sont tous secs. Hein. En course à pied, on ne veut pas prendre de masse musculaire. C'est pour ça que le niveau de protéines par kilo de poids de corps, il est un plus faible en tout cas. Okay. Donc voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à Pour vous. conclure cette conférence qui arrive à son terme, est-ce que vous auriez chacun 2 règles d'or à nous donner concernant la course à pied sur la thématique que vous? Honneur aux dames. Ça me permet de réfléchir. 2 règles d'or, je dirais apprends à écouter ton corps et progressivité. Développe un peu. 2 règles d'or pour Sur la thématique de la course à pied. Sur la thématique de la course à pied ce soir. Moi j'ai envie de vous dire, si vous ne courez pas aujourd'hui, mettez-vous à courir, ça va entraîner des gens avec vous. Et si vous courez déjà, continuez, mettez un petit peu d'intensité. On a quand même des bénéfices à mettre un petit peu d'intensité, faire du fractionné, etc. Et n'oubliez pas le renforcement, parce que pour la longévité et l'autonomie, c'est l'une des choses primordiales, notamment en force maximale. Donc voilà. Eh ben merci beaucoup. Merci à vous. Ça se donne le bouquin, ensuite est né le plus proche du 19 mars. 19 mars. Petite info de dernière minute. Qui est né le plus proche du 19 mars? Qui est né le 19 mars? Le 19 mars. Le 20. N'hésitez pas, allez-y. Quand ça? 24? Combien? 17? 17 là-bas. 16? 17? 17. Oui, j'ai compris. 17 à quelle heure? 17 à combien? Non, il y a 2-17, c'est ça? Les 2-17? Bah, les 2-17, venez. Les 2-17 heures. Les 2-17 heures, le 17 mars.
Elles ne savent pas ce qui les attend. Quelle sauce on va te manger là? Donc vous commencez par faire 17 squats, 17 burpees, 17 pompes. Non, venez. C'est pourquoi tu fais ça, tu fais la Oh la chance. Félicitations. Bonne idée d'être un 17 mars. On a deux chanceuses qui repartent avec le livre Clinique du coureur, génial. Je pense qu'on peut applaudir aussi largement les organisateurs, les étudiants. Merci beaucoup, c'était incroyable. Arnaud Pinson, s'il vous plaît, qui a fait un travail énorme. Énorme. Mathieu Guéman, le président de la SFP, s'il vous plaît. C'était trop bien, on s'est régalé. Merci pour tout. Merci à tous les deux encore, c'était vraiment une aubaine de vous avoir. Merci d'être venus ce soir parce que demain vous avez une journée encore qui continue. Donc voilà, merci beaucoup. Merci d'être venus aussi nombreux aussi, c'est vraiment top. On a la chance de vous avoir. Et une toute dernière info, excusez-moi, pensez s'il vous plaît à scanner le petit QR code qui est juste sur l'écran ici. Ça permettra d'évaluer la conférence. Un grand merci à vous par avance. Et alors juste avant ça, si ça vous dérange pas, on va faire un tout petit truc pour Instagram. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors généralement, je me mets comme ça et puis je lève le truc et puis vous faites ce que vous voulez, vous criez, vous hurlez, vous faites du shuffle, mais faut pas qu'il y ait de bruit avant, ok? On se met avec Flo comme ça. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Trop bien. Merci beaucoup. Ça part en story tout de suite.